Bonjour à tous. Donc, nous inaugurons aujourd'hui l'édition 2020 de notre Académie musicale à l'Imperial Palace à Annecy. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier d'une part le Collège Contemporain et Benoît Silzia, son président, ainsi que son équipe qui ont piloté le montage de ce projet d'Académie et qui en assurent le soutien logistique et financier. Mais également, je tiens à remercier Philippe Gourgaud, directeur général du groupe PVG, directeur général délégué de l'Imperial Palace à Annecy, qui nous accueille dans le cadre exceptionnel de son centre des congrès et qui met à notre disposition les infrastructures nécessaires à la réalisation de notre projet d'académie. Donc, cette édition 2020 est un peu spéciale parce qu'elle a été pensée afin de mettre à la disposition des musiciens et du grand public des contenus digitalisés en libre accès. L'objectif de cette académie, de cette initiative est double. D'une part, former les jeunes musiciens professionnels aux challenges artistiques, culturels et humains de demain, mais également de pouvoir rendre la musique accessible au plus grand nombre. Donc j'ai souhaité en fait débuter cette édition par un sujet qui me semble fondamental et qui est aujourd'hui plus que nécessaire, auquel il est aujourd'hui plus que nécessaire de sensibiliser les musiciens. C'est le sujet de l'écologie et du développement durable. Et plus exactement, comment est-ce que l'on peut repenser nos pratiques artistiques et culturelles à travers le filtre de l'écologie et du développement durable. Donc pour cet événement, qui ouvre un peu unique, qui ouvre l'Académie 2020 digitalisée, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Antoine Pecker, directeur de la rédaction de la Lettre du musicien. Bonjour David, bonjour à tous. Margot Lallier, membre fondatrice du collectif Art Viva, Art Vivant, Art Durable et administratrice de production de l'ensemble AEDES. Bonjour David, merci. Et Benoît Silzia, compositeur, directeur général de l'ensemble Ars Nova et président du Collège Contemporain. Bonjour David. Bien, bonjour Antoine. Du coup, je vais commencer avec vous. Le sujet de l'écologie dans le spectacle vivant est depuis quelque temps déjà un des sujets phares de la Lettre du musicien. Alors en tant que journaliste, vous vous êtes largement positionné sur cette question, en recueillant des témoignages d'artistes, de structures institutionnelles du milieu de la culture, mais aussi en donnant la parole à des associations militantes pour l'écologie et le développement durable, telles qu'Art Viva justement. Alors pouvez-vous nous dire quel est le regard aujourd'hui que vous portez sur ce sujet par rapport aux évolutions récentes du secteur culturel et face à la crise sanitaire ? Alors vous avez raison David de le dire, le sujet de l'écologie, c'est un sujet qui nous préoccupe tout particulièrement à la Lettre du musicien. La Lettre du musicien, je le rappelle, c'est le journal du secteur musical, à la fois bien sûr un journal papier, un suivi de l'actualité au niveau numérique également. Et quand nous avons changé de mise en page, il y a 1 an exactement, et pour cette nouvelle maquette, nous avons justement souhaité thématiser notre premier nouveau numéro de cette maquette avec le thème de l'écologie, puisque nous avons à chaque fois un thème fort pour chaque numéro. Et ce choix de l'écologie, évidemment, il n'était pas anodin. On était déjà avant la crise sanitaire, bien sûr, il y a 1 an, et on se rendait compte de 2 choses, en fait. D'un côté, évidemment, que la musique, plus globalement le secteur culturel, se préoccupait relativement peu de l'écologie, qu'il y avait quand même, néanmoins, évidemment, des idées, des initiatives qui voyaient le jour, en particulier en Europe du Nord, je vais y revenir, mais voilà, qu'il y avait peut-être quelque chose aussi, de la part de la presse. On a parfois un rôle évidemment d'alerter sur certains sujets, et l'écologie en fait partie. Très clairement, la crise sanitaire que nous avons traversée, que nous continuons de traverser, parce que cette rentrée est encore pleine d'incertitudes à différents niveaux, et notamment pour le secteur culturel. Évidemment, cette période de difficulté, elle a remis au premier plan la question écologique, pour tout à chacun, bien sûr, mais aussi pour le secteur culturel. Parce que d'un seul coup, le Covid, il a ébranlé le secteur culturel. D'un seul coup, pendant quelques mois, ça a stoppé net toute l'activité, les concerts, mais également dans les cinémas, pour les musées, et ainsi de suite. Et on s'est rendu compte, peut-être, au sortir de cette crise, bien sûr, il faut reconstruire le secteur d'un point de vue économique, peut-être le repenser aussi d'un point de vue économique, et c'est très lié, mais aussi repenser d'un point de vue écologique. Parce que, plus que jamais aujourd'hui, il faut se dire qu'on est allé sans doute bien trop loin en matière écologique. Par exemple, je vais prendre peut-être le cas des orchestres symphoniques qui vont jouer dans le monde entier. Parfois, des orchestres se déplacent en entier. Vous imaginez 80, 100 musiciens qui vont aller pour un concert à l'autre bout de la planète, par exemple en Asie, pour une date, un concert devant, on va dire quoi, parfois 800, 1000 personnes, car les salles ne sont même pas toujours pleines. On se félicite bien sûr de concerts pleins, mais parfois elles ne sont même pas pleines, ces salles. 800, 1000 personnes pour imaginer évidemment le bilan carbone d'un tel déplacement. Là, je prends évidemment un cas extrême. Oui, ce sont des événements qui ne sont pas optimisés du tout par rapport à la production. Pas du tout. Et je pense que
En fait, à partir d'une période comme celle que nous traversons, les crises, moi je crois beaucoup à la citation de Deleuze qui dit « résister, c'est créer ». C'est-à-dire que face à un moment de crise, profitons-en pour réinventer. Le monde d'après, il se pose aussi pour la culture, il se pose en termes écologiques. Et donc, plus que jamais, je crois que dans ce monde d'après, il faut peut-être repenser de nouvelles pratiques. Je ne dis pas bien sûr qu'il faut complètement arrêter les échanges, avoir des artistes internationaux. Bien sûr, il ne faut pas s'isoler, mais il faut le repenser. Et il y a quand même un contexte politique qui est intéressant, c'est qu'avec les dernières élections municipales, on a vu arriver dans un grand nombre de villes françaises des maires écologiques. On est à Annecy et non loin d'ici, il y a Grenoble qui a été l'une des premières villes déjà écolo. Maintenant, il y en a beaucoup d'autres. Lyon, qui n'est pas loin également, Strasbourg, Bordeaux et ainsi de suite. Il faut le rappeler, les villes, c'est les premiers financeurs de la culture, bien loin devant l'État. Rappelons-le, c'est eux qui financent les conservatoires, par exemple, c'est eux qui vont financer les orchestres, les opéras, et ainsi de suite. Donc le secteur musical vit à travers les villes. Et ces villes qui sont maintenant en grande partie, pour ces grandes villes, ces métropoles, sous l'égide de maires verts, c'est peut-être le début de justement repenser une politique culturelle, repenser la construction de bâtiments. Est-ce qu'il faut reconstruire encore un équipement? Est-ce qu'il faut miser là-dessus? Est-ce qu'on ne peut pas réinventer les choses à l'échelle locale comme à l'échelle plus globale, peut-être d'une zone comme l'Europe? Profitons-en. Aujourd'hui, il y a de magnifiques initiatives. Je vais juste finir cette petite courte intervention en rappelant, pour tous ceux qui nous écoutent, que maintenant, il y a une compagnie de chemin de fer qui est incroyable. C'est ÖBB, c'est la compagnie autrichienne. Et pourquoi je vous dis cette histoire-là? Parce qu'elle mérite de s'y attarder 2 minutes. En France, dans de nombreux pays, l'Allemagne aussi, la Deutsche Bahn ou la SNCF, ont arrêté les trains de nuit. Ils se sont dit, c'est vraiment la bêtise de certaines politiques néolibérales de se dire, ça ne marche pas le train de nuit. Pourquoi? Parce que les lignes étaient mal entretenues, trop lentes, ça ne fonctionnait pas. Donc on a arrêté les trains de nuit. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une politique néolibérale d'un premier degré à court terme et qui n'a aucune efficacité, aucune efficience. Parce que, qu'est-ce qu'ont pensé les Autrichiens, ÖBB, qui sont tous sauf des extrêmes gauchistes. ÖBB, c'est une compagnie qui cherche là aussi la profitabilité, la rentabilité. Mais ils se sont dit, l'Autriche, géographiquement, c'est un pays étalé tout en long. Et ils se sont dit, nous, on a besoin des trains de nuit. Mais développons-les, profitons justement de la possibilité des lignes de chemin de fer à aller dans toute l'Europe maintenant. Développons ces lignes de chemin de fer à travers tout le continent. Et maintenant, ÖBB a relancé les trains de nuit à travers toute l'Europe. Vous pouvez aller, par exemple, de Vienne à Barcelone, de Vienne à Bruxelles et ainsi de suite. Cette activité de train de nuit, elle est déjà rentable parce qu'aujourd'hui, les gens prennent les trains de nuit. Pourquoi? Pour évidemment la question écologique, la question économique, on redit combien c'est lié. Et donc, on le voit bien que investir là-dessus, porter des solutions, ça peut être porteur d'espoir, ça peut permettre aussi des choses qui économiquement sont rentables. Donc, non, c'est pas parce qu'on investit le terrain écologique qu'on est des amiches, je le redis en référence à une citation d'Emmanuel Macron. Bien au contraire, en fait, c'est parfois en repensant ce système-là qu'on invente beaucoup plus qu'une certaine pensée néolibérale voudrait nous le faire croire. Oui, puis on peut agir sur différentes strates de ce développement durable. Mais il ne faut pas penser qu'on agit juste à l'échelle individuelle, parce que certains États peuvent se dire, et c'est très pratique de dire aux gens, vous agissez juste à votre échelle individuelle. Mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait une réflexion bien plus globale à l'échelle des États, à l'échelle européenne globalement, et on peut se réjouir d'ailleurs que dans le plan de relance des 750 milliards d'euros à l'échelle européenne, il y a un volet important consacré à l'écologie, c'est le minimum. Donc, Margot, vous vous êtes investi, vous, dans la création d'Art-Viva, donc Art Vivant, Art Durable, qui est une association avec une position militante qui soutient, je cite, « Le spectacle vivant a un rôle majeur à jouer pour faire face aux enjeux environnementaux ». Alors, vous affichez par ailleurs sur votre site, sur la page d'accueil de votre site, le slogan suivant « Pas de spectacle vivant sur une planète morte ». Donc, pouvez-vous nous dire finalement ce qui a motivé la naissance d'un projet comme celui-ci dans le contexte culturel actuel et nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette association? Bien sûr. La principale motivation d'Art-Viva, c'est l'urgence. On ne peut pas aujourd'hui ignorer l'urgence écologique, quel que soit le secteur d'activité. Ici, aujourd'hui, on parle de la culture, mais on le disait tout à l'heure, c'est valable dans tous les secteurs. Et la grande question de l'individu, c'est-à-dire effectivement, c'est ce que disait Antoine à l'instant, l'échelle individuelle ne suffit plus, les secteurs professionnels doivent s'investir maintenant et efficacement dans la question de la transition écologique. La création d'Art-Viva, elle s'est faite sur ce constat-là et sur le rassemblement, la rencontre de professionnels du spectacle vivant, des directeurs d'ensemble, des directrices, des chargés de production, voilà, tous les étages un peu
de l'administration du spectacle vivant, qui se retrouvaient autour de ce sujet précisément et qui ont commencé à travailler il y a 1 an et demi déjà. Le travail d'Arviva ne date pas ni du confinement ni spécialement du Covid, même si évidemment il est important de repréciser que la crise sanitaire que nous traversons encore actuellement est avant tout une crise écologique. Oui. La création d'Arviva, c'est aussi permettre de créer une boîte à outils qui permet à chaque ensemble, à chaque structure, de créer sa propre charte à travers un guide pour l'action, dont je vous reparlerai tout à l'heure, qui permet d'aller chercher des outils, d'aider ces professionnels pour établir le bilan de leur impact, pour mettre en place des solutions simples et efficaces sur le plan de la transition écologique, et puis des choses plus complexes, voilà, pour les accompagner à ce titre-là. Je me permets de préciser également que nous ne sommes pas des professionnels de la transition écologique, nous sommes des professionnels du spectacle vivant. L'ambition d'Arviva, évidemment, c'est d'être accompagné par des experts identifiés, et c'est aussi pour ça que nous mettons en place un gros travail de lobby auprès des partenaires, des institutions publiques, mais également des mécènes, pour accompagner ce travail-là, évidemment. L'idée à très court terme, c'est effectivement de préparer des événements qui permettent de faire se rencontrer tous ces acteurs du spectacle vivant qui ont besoin de se retrouver. C'est d'ailleurs une des premières demandes de nos adhérents. Une des premières demandes de nos adhérents, c'est de se retrouver ensemble. Voilà, et de pouvoir échanger et de plus se sentir isolé dans la démarche. Et la transition écologique, c'est quelque chose qui prend du temps. Et le temps, c'est quelque chose dont on manque cruellement dans nos secteurs, dont les économies sont extrêmement restreintes et extrêmement tendues. Et ça, ce serait un sujet peut-être plus économique à développer à un autre endroit, mais on a besoin d'être nombreux et fédérés pour pouvoir avancer. Et cela doit venir de la part des institutions et pas simplement des artistes. Évidemment, Arviva accueille les artistes comme ambassadeurs de ce projet, mais notre cible sont vraiment les structures qui ont la force d'agir auprès de tous les artistes et sur tous ces enjeux. Alors justement, vous faisiez référence aux adhérents. On voit qu'il y a une diversité d'adhérents, mais il y a quand même une majorité d'ensembles qui sont les membres fondateurs de ce projet-là. Ça nous ramène sur la question effectivement du musicien et du rôle important que le musicien a joué comme moteur de ce projet écologique, en fait, de cette transition écologique. Bien sûr. Je crois déjà qu'on peut tout simplement rappeler que le secteur musical et le secteur culturel, de manière générale, n'existent que parce qu'il y a des artistes. Nos métiers on ne serait pas là sans les artistes, et ça, je crois que c'est peut-être le message à adresser aux académiciens et à tous ceux qui nous écoutent, c'est que leur combat est le nôtre et pas l'inverse. Ensuite, évidemment, l'idée, c'est c'est ce que j'expliquais à l'instant, de passer par les institutions pour toucher le plus grand nombre d'artistes et leur permettre également de travailler leur projet initialement avec ce prisme de l'écologie. Très bien. Merci Margot. Du coup, Benoît, votre arrivée à Ars Nova vous a amené à repenser complètement l'organisation et le fonctionnement d'un ensemble historique, à l'époque en difficulté, mais vous avez dû également proposer de nouveaux modèles pour la production des œuvres et pour la valorisation des créations jouées par l'ensemble. Autrement dit, en fait, vous avez été amené à imaginer une nouvelle écologie professionnelle pour votre ensemble. Alors Benoît, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on peut valoriser le fonctionnement d'un ensemble et la production d'œuvres en s'inspirant du concept du développement durable? Eh bien écoutez, il y a déjà 3 données qui ont été nommées depuis le début de notre échange. Donc écologie, développement durable, et je rajouterai écosystème. C'est hyper important de rappeler que la création, donc en tout cas le domaine de prédilection de l'ensemble Ars Nova depuis sa création en 1963, donc qui est un des plus historiques ensembles de création au monde, pose la question de situer, on va dire, le rôle d'une structure de création par rapport à un écosystème. Donc déjà, c'est une première chose. Quand on a identifié un écosystème, c'est d'identifier les interactions qu'il y a avec des institutions partenaires et aussi la mobilité, on va dire, de notre structure dans cet écosystème. Puisqu'on a parlé, je vais fonctionner beaucoup par transposition ou parallélisme, je dirais, mais on vient de parler d'une crise sanitaire qui est hautement liée à la question écologique, mais du coup, si on transpose la question écologique et de son impact environnemental, biologique,
dans la question environnementale professionnelle, elle garde tout son sens. Il suffit juste de transposer les symboles, en fait, mais les interactions sont les mêmes. Quand on déplace un vecteur biologique, on crée un système d'incidence qui va se répercuter sur toute une chaîne de vie, de création, et ben c'est la même chose dans le domaine professionnel, culturel. Si un acteur ou une plateforme est déplacé à un endroit ou à un autre, ça a une chaîne d'incidence. Donc aujourd'hui, il est important d'identifier, on va dire, à mon avis, 3 échelons dans cette réflexion, qui sont l'échelon de l'organisation et de la gestion, du portage de projet, donc ce vers quoi, effectivement, je pense, les musiciennes d'aujourd'hui et de demain doivent clairement se pencher, le mode de portage de leur projet. Il y a la question de la création et de la créativité, qui est, on va dire, la deuxième étape d'un projet mis en forme, et la dernière question, qui est la production et la diffusion. Puisque ces 3 étapes, au final, sont corrélées, et comme je vous le dis, si on bouge un élément de chacune de ces étapes, ça répercute, il y a un système d'incidence qui se met en place. À partir de là, la question écologique est forcément écosystémique et pose la question d'un développement durable. Voilà, juste sans faire de sophisme inapproprié. C'est cette question-là qui, pour moi, est au cœur aujourd'hui de la façon dont on peut faire avancer un ensemble, notamment un ensemble de création. La suite logique de ça, c'est comment déjà on pense le fonctionnement de cette structure-là. Parce que, donc, je parlais de gestion et d'organisation, mais qui est déjà extrêmement important, parce que la question, quand on transpose la question écologique, environnementale dans le champ professionnel, on pose une question qui est hautement humaine et sociale. À savoir, on disait qu'effectivement la première force de nos métiers et de notre secteur d'activité, ce sont les artistes, mais il y a effectivement aussi la question de comment après on met en mouvement nos interactions de porteurs de projets ou de gestionnaires de projets avec les artistes. Donc ça, c'est vraiment une question qui est liée au dialogue social, et rien que là-dessus, on peut, on va dire, écologiser un peu le principe, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans les structures, il y a beaucoup de mouvements, d'informations, de réunions qui sollicitent des déplacements, qui sollicitent de la production de matériel, de choses comme ça, etc. Donc tout ça peut être optimisé en repensant le fonctionnement des structures collectives. Ça a été le cas à Ars Nova. La première chose qui a été mise en place quand je suis arrivé dans cet ensemble, au départ en tant que directeur adjoint, ça a été la création d'une clarification, on va dire, du dialogue social dans la structure, à savoir créer une représentation efficace des musiciens sur le projet de développement de l'ensemble, et après, au sein de cette représentation efficace, d'extraire, on va dire, une représentation structurelle de cet ensemble par un système de délégation qui fait qu'à partir de là, une chaîne de communication est clarifiée, et à partir de là, comme je vous le dis, on économise, entre guillemets, beaucoup de choses, beaucoup d'énergie et beaucoup d'informations qui parfois se répètent, se dispersent, etc. Donc on a optimisé beaucoup de choses sur la fonction et la gestion de l'ensemble. À partir de là, on réoptimise une donnée qui est humaine et qui du coup va avoir une conséquence sur le projet de développement de l'ensemble, mais aussi sur la question de la créativité. La question de la créativité, c'est après, une fois que tout l'outil est repensé pour être très optimisé, très efficace, c'est quel projet pour quel type d'ensemble. Et ça, à partir de là, on va poser la question aussi des formats de création, des formats d'œuvre, de la durée de vie d'une œuvre, puisqu'on parle de développement durable. Aujourd'hui, on est un peu dans l'œuvre à court terme. En fait, nos produits manufacturés qui polluent la planète ont malheureusement gagné un peu le champ sur notre façon d'imaginer l'objet d'art. Et ce qui, moi, me perturbe un peu, c'est qu'étant, comme vous l'avez précisé aussi, compositeur, voir des œuvres écrites dans un temps long, manufacturées, imaginées, rêvées, fantasmées, même à certains endroits, qui vont avoir une création, une première exécution, et qui, généralement, dans le meilleur des cas, sont reprises 2 ou 3 fois, et puis les voir s'arrêter net. Après, au meilleur des cas, elles ont été enregistrées, donc elles ont une durée de vie dématérialisée, mais qui pose une autre question environnementale, là pour le coup, qui est tout ce qu'on parle du stockage des clouds sur des clouds, tout ce qui est dématérialisé dans la production du digital et du numérique, et qui pose aussi la question, après, de la gestion, encore une fois, de traitement juste de ces œuvres-là en termes de rémunération. Ça, c'est un deuxième point. Mais donc, la question du format des œuvres, puisqu'aujourd'hui, où les contraintes financières sont de plus en plus nombreuses, on voit régulièrement des grandes œuvres pensées pour des grands effectifs, ou parfois des effectifs plus réduits, mais avec on va dire un set de production matérielle, que ce soit au niveau de la percussion ou d'outils numériques, digitaux, qui sont passionnants d'un point de vue créatif et artistique,
mais qui pose la question de la vie de cette œuvre sur un temps long et surtout de sa capacité à sortir certain type d'institution. Donc là-dessus, on pose aussi la question, je le disais, du mouvement de l'œuvre dans un autre champ. Et donc dans cette idée de la reprise des œuvres, ça va aller entraîner et conditionner un peu la projection sur la question de la production et de la diffusion, à savoir comment on va essayer d'optimiser un investissement initial sur la création d'une œuvre d'art pour qu'à la fois elle puisse vivre durablement, que les équipes qui l'ont portée et leur investissement qui a nécessité de la production, des déplacements, des résidences qui sont coûteuses et qui ont un impact tout simplement écologique aussi, soient optimisés, puisqu'une œuvre qui est reprise, c'est moins de répétitions, tout simplement, c'est moins de nuitées d'hôtel, c'est moins, quand cette question n'est pas encore résolue, moins de bouteilles d'eau en plastique, moins de choses comme ça, aujourd'hui moins de masques aussi, puisque ces éléments-là sont pris en compte dans la question de la production, et c'est surtout porté par la question écologique, et voilà l'atout de cette question pensée dans le champ professionnel, un vrai message de déconcentration aussi, qui a toujours été voulu dans nos politiques depuis quelques dizaines d'années maintenant, à savoir, est-ce qu'une œuvre peut vivre en dehors d'une grande institution musicale ? Si la réponse est oui, et elle l'est, et on voit que c'est possible, elle pose la question d'envisager dans sa conception et dans sa chaîne de production et de diffusion, son format pour être accessible au plus grand nombre. Et effectivement, si pour voir certaines œuvres aujourd'hui, les gens doivent se déplacer dans des grands centres pour accéder à des infrastructures qui ont les dispositifs pour les accueillir et les porter, si on les ramène plus proches d'eux, encore une fois, quand je parlais de cette chaîne d'incidence, d'un point de vue écologique, ça va modifier des choses, tout simplement. Donc ce qui va aussi inverser la question, comment on transporte la production d'une œuvre. Donc toutes ces questions-là, on les traite de façon très pragmatique, je pense, dans nos activités, puisque si on avait une solution miracle, ou on va dire une grille d'avancement très précise sur ces sujets-là, on les mettrait en œuvre tous, puisque voilà. Mais elle va forcément conditionner la question de l'économie, puisqu'aujourd'hui on voit bien que la création d'une nouvelle œuvre est plus porteuse économiquement pour une structure de création que d'une reprise d'œuvre. Donc vous voyez, ces deux messages sont un peu contradictoires dans leur essence. Donc travailler sur des points de jonction clés, la relation à l'économie de la création, la relation à la déconcentration et la relation aussi un peu à ce que je dirais dans une idée de recyclage. Vous voyez, parce que la question, j'aime pas trop cette idée de recyclage au sens, je dirais, premier du terme, dans la question artistique, j'entends, parce que dans la question environnementale, elle est essentielle, mais parce qu'au final, recycler donne peut-être une connotation de on ne savait pas quoi faire, on a ressorti des tiroirs des œuvres déjà jouées ou déjà faites, mais en fait, je pense que la question du recyclage pensé positivement et créativement dans nos pratiques pose la question du contexte. Comment on va faire découvrir d'une autre manière une œuvre ? Comment on va ajouter une porte d'accès à cette œuvre-là ? Par quel type de dispositif ? Est-ce qu'effectivement, si c'était une œuvre qui était pensée pour une grande salle avec un dispositif incroyable, est-ce qu'on est capable de la recréer dans des conditions différentes ? Donc toutes ces questions-là vont amener aussi vers, et là je reviens pour boucler un peu et peut-être redonner par la suite la parole à Antoine Becker, mais qui revient aussi sur la question de pourquoi on envoie un orchestre à l'autre bout du monde faire un concert devant une salle pas forcément pleine. C'est parce que c'était aussi une question de reconnaissance politique vis-à-vis de nos structures. Il y avait un dispositif qui existait qui s'appelait les CERNI, donc les compagnies et ensembles à rayonnement national et international, donc qui était inclus dans les conventions d'objectifs qu'on avait, d'avoir une visibilité et une action internationale qui s'est raréfiée, mais qui aussi a cet impact-là, environnemental, là pour le coup biologique. Donc vous voyez, c'est un corrélé global. Et on ne peut pas, je pense aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est quand on a parlé de peut-être participer à cette table ronde, l'idée pour moi était de vous proposer cette intervention autour du champ, la transposition dans le champ professionnel, parce qu'elle m'apparaît extrêmement corrélée en fait à la question biodynamique, si je puis dire, de nos pratiques. Et vous soulignez un point important tout à l'heure, celui de la production des œuvres et des moyens qui sont mis en œuvre, parfois des moyens un peu démesurés, que ce soit dans les moyens de production ou au contraire le nombre d'instruments mis à disposition pour un projet spécifique. Mais il y a aussi derrière cette question-là une question fondamentale, c'est que les compositeurs qui sont pour beaucoup formés dans les grandes institutions de formation supérieure en France sont pas toujours, on va dire, bien briefés sur ces problématiques réelles du terrain après dans le milieu professionnel. Je pense à des situations tout bêtes. Ça m'est arrivé aussi par expérience quand j'étais au Conservatoire de Paris de se voir offrir la possibilité d'écrire pour tout le set de percussions possible et imaginable pour une pièce. Et du coup, moi, j'avais plutôt tendance, par exemple, à choisir de prendre le maximum
sans me soucier des réalités du terrain. Et à la rigueur, on ne nous invitait pas tellement à s'en soucier à cette époque. Je voudrais savoir du coup comment vous voyez ça de l'autre côté, c'est-à-dire en tant que personne qui accueillait des compositeurs et qui parlait projet et sur la dimension pratique de ces projets et la notion de créativité finalement. Alors, bon, cette question, elle est problématique à deux endroits. C'est-à-dire que le premier endroit, c'est qu'effectivement, et peut-être qu'il pourrait y avoir de facto dans la formation technique des compositeurs et compositrices une insertion sur une conscience ou une conscientisation de l'impact d'un geste artistique quand il est traduit en effectifs instrumentaux, dispositifs, on va dire techniques, électroniques, etc., etc. Mais aussi, dans un autre endroit, c'est est-ce qu'on doit brider la création pour autant ? Donc, est-ce qu'on doit contraindre en fait la créativité pour des questions uniquement de transportabilité des œuvres ou de reproductibilité des œuvres. Donc à partir de là, il y a plusieurs, à mon avis, méthodes de lecture sur ces sujets-là. C'est que moi, typiquement, j'éprouve une grande frustration en tant que programmateur de ne pas pouvoir programmer une œuvre parce que je m'aperçois que tout d'un coup, l'effectif correspondait, on va dire sur le papier, mais que quand on creuse, par exemple, je reprends la percussion parce que c'est un peu symptomatique dans la musique de création, la percussion, de voir que tout d'un coup, en fait, cette œuvre-là, je ne pourrais pas la programmer tout simplement parce que le plateau que j'ai ne pourra pas accueillir la totalité du dispositif de percussion. C'est très frustrant, alors que c'est une pure question technique. Et donc, du coup, je prive un public d'un accès à une œuvre pour laquelle j'estime qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à nourrir dans la conscience de nos musiques et dans la réception de nos musiques d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier accès, je dirais, voilà. Effectivement, peut-être formé aujourd'hui, et de toute façon, ça se fait naturellement presque. Je dirais que les musiciens et les musiciennes d'aujourd'hui, qui sont beaucoup plus sous autogestion eux-mêmes de leur propre développement de carrière, dans un phénomène d'entrepreneuriat plus prononcé, ont déjà tendance à se renseigner, à se documenter, à avoir conscience très tôt qu'il y a des choses qui sont faisables et d'autres pas. Donc il y a aussi un phénomène générationnel, je pense, dans cette question-là. Mais peut-être qu'on peut en appuyer encore un peu plus à cet endroit-là, en de facto dans leur formation, que ce soit en cycle pré-supérieur ou supérieur, induire, notamment via des dispositifs comme Arviva, une sensibilisation à attention, un geste artistique, aussi beau et aussi créatif soit-il, va avoir une incidence. Et comme je remets cette chaîne d'incidence, parce que pour moi c'est un élément clé de toute de la lecture de tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Et donc du coup, de le conscientiser, mais pour autant, si à un moment un geste artistique légitimement doit aller vers un dispositif complexe, etc., c'est juste en avoir conscience également, et à ce moment-là, adopter aussi le portage de ce projet-là. Et donc là, on repasse sur le champ du portage de projet, et de savoir que ce projet-là ne pourra pas vivre de la même manière, donc on ne doit pas avoir la même exigence en termes de diffusion, en termes d'accessibilité des publics, etc., etc., puisqu'on va forcément s'adresser à d'autres dispositifs, d'autres lieux, et une autre mobilité de l'œuvre. Voilà, donc c'est avant tout en premier lieu une question de conscience ou de conscientisation, et deuxième chose, opérer des choix, mais des choix qui sont après suivis par la méthode. L'autre question que j'avais pour vous, Benoît, c'était celle de... Vous avez parlé tout à l'heure de déconcentration, et donc du coup, ça pose effectivement la question de l'optimisation, de la diffusion d'une œuvre déjà sur le territoire national. Parce que souvent on s'aperçoit, et c'est le cas aussi dans les dispositifs par exemple comme ce qu'on appelait avant les commandes d'État, donc d'aide à l'écriture, où on préconise la création d'une œuvre française sur le territoire français, mais aussi d'avoir une diffusion de l'œuvre à l'étranger. Est-ce que on n'aurait pas intérêt dans ce contexte actuel à revenir vers cette logique du circuit court et de valoriser déjà toutes les forces vives qu'on a sur le territoire national et de faire en sorte que les régions puissent travailler en synergie, chacune avec bien évidemment leur indépendance, mais en synergie sur cette question de la diffusion des œuvres? Bien, je pense que c'est déjà un peu ce qui s'est passé avec la diffraction on va dire, de ce principe de commande dite d'État vers des dispositifs d'aide à l'écriture exportés ou déconcentrés, on va dire, en région.
puisqu'au final, dans ces commissions-là, aujourd'hui, sont analysés des dossiers de compagnies régionales. Donc déjà, on revient vers un circuit, je ne sais pas si on peut dire court, parce que par exemple, si on prend le cas de la région Nouvelle-Aquitaine, le circuit n'est pas extrêmement court, mais pour le coup, on parlait de l'Autriche, mais si je me rappelle bien, c'est une région qui a la superficie de l'Autriche, donc c'est un circuit court relatif, on va dire, voilà. Donc, mais en tout cas, qui a ce mérite de peut-être remettre un zoom ou un focus plus régional, mais poser plutôt la question de quelque chose qui pourrait être vu sous l'angle national, mais proposé à des forces créatives ou artistiques locales. C'est quelque chose qui existe déjà dans certains principes d'architecture. Il y a certains architectes qui, quand ils déposent des projets pour des appels à projets, misent beaucoup sur le fait que leur projet va créer de l'emploi en local, puisqu'ils pourront utiliser des matériaux produits localement, avec des gens qui ont les compétences en local pour les utiliser et les produire. Donc ça peut être quelque chose qu'on peut peut-être aussi transposer, dont on peut s'inspirer. Est-ce qu'au final, quand on imagine, est-ce que c'est le même ensemble ou le même orchestre ou la même compagnie qui doit reprendre l'œuvre partout sur le territoire, ou on peut partir du principe que l'œuvre existe en dehors d'un attachement, on va dire, premier, ce qui repenserait complètement aussi le principe de coproduction, parce que ça voudrait dire élargir à un principe de coproduction, donc repenser l'économie, etc., etc., etc. Et aussi peut-être, tout simplement, sur la question de la diffusion de la production, on peut déjà avoir des gestes écologiques en local. Je prends un cas très concret. Sur les festivals du réseau Spetidam, par exemple, que je connais bien, il y a des grandes bâches d'annonces qui ont été produites pendant des années pour les festivals du réseau, et ces bâches, typiquement, et sur ces festivals, il y a aussi pour les artistes et pour les publics ce qu'on appelle des goodies, donc des petites choses à emporter, des tote bags, etc. Par exemple, depuis cette année, ils ont en local, notamment sur un festival qui est le Festival des Lumières de Montmorillon, qui est dans la Vienne, en Nouvelle-Aquitaine, ils ont recyclé ces bâches via une entreprise du coin, enfin on va dire de proximité, pour en faire des sacs. Et ces sacs, au final, participent aussi d'une logique de production imaginée sur un développement durable. Et donc, ce sont, vous voyez, des initiatives assez concrètes, pragmatiques, qui peuvent aussi faire la différence, à mon avis, sur certains enjeux. Mais plus largement, peut-être que l'axe, tout simplement, qui peut être mis sur la table des discussions, c'est envisager de faire appel à des forces plus locales pour la continuité d'un projet artistique. Oui, ce dont vous parliez là tout à l'heure par rapport à la relocalisation des projets me fait penser un petit peu transposé dans le domaine de la chorégraphie à l'initiative de Jérôme Bel, par exemple, qui réfléchissait sur cette idée de transposer son projet. S'il le fait jouer à l'étranger, il utilise les forces locales qu'il a à l'étranger. Mais on peut effectivement appliquer ça à une dimension plus territoriale et plus régionale de la même manière, me semble-t-il. Tout à fait. Oui, donc Antoine, pour continuer sur ce débat, en fait, sur cette discussion, on pourrait se poser la question, puisqu'on a abordé les aspects économiques de l'écologie, comment se situe le débat au niveau politique et quels sont les moyens mis en œuvre par les structures pour traiter ou pour répondre à cette question-là sur le plan culturel. Alors, c'est très intéressant parce que on voit qu'actuellement est mis sur la table un plan de relance pour la culture, un plan de relance de 2 milliards d'euros par rapport au plan global qui est de 100 milliards d'euros. Déjà, on notera que c'est un effort qui n'est pas une contribution forte de l'État pour la culture, mais au contraire faible, puisque le PIB, la contribution de la culture au PIB, elle est supérieure, elle est de 2,4%. Et donc là, on parle de 2%, 2 milliards sur 100 milliards. Et surtout, après, évidemment, et le secteur s'est félicité d'avoir, en la personne de Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Culture, quelqu'un qui est concerné par la culture, mélomane de surcroît, tant mieux pour le secteur musical. Après, c'est intéressant de rentrer dans le détail aussi. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que la politique qui est mise en œuvre du ministère de la Culture, c'est un retour en arrière absolument terrible. Un retour en arrière où, grosso modo, il y a quelques gros opérateurs qui raflent la mise au détriment des petits, des indépendants. Dans ce plan, il va y avoir 81 millions d'euros rien que pour l'Opéra de Paris. À côté de ça, il y a 30 millions pour tous les orchestres, ensembles et festivals. Donc comment, aujourd'hui, on peut tolérer, et puisqu'on parle évidemment d'un argent, parce que ce plan de relance, c'est de l'argent qui est l'argent des citoyens, il faut quand même le dire, comment on peut tolérer aujourd'hui un tel jacobinisme extrême dans la politique culturelle qui nous fait véritablement revenir en arrière. On a la même chose, là on prend l'exemple évidemment pour le spectacle vivant, on voit la même chose pour le patrimoine, où c'est les grands établissements, Versailles, le Louvre, qui raflent la mise. Avec derrière, parce que il y a 30 millions d'euros
dans ce plan de relance pour l'écologie. Déjà, c'est plus ou moins imposé par Bruxelles, si on veut rentré un peu dans les clous au niveau européen, d'accorder un tel pourcentage à l'écologie. Surtout, on voit que ce plan, au niveau de l'écologie, il y a un flou total. Personne ne sait actuellement vers quoi il sera dédié. Et surtout, en fait, le reste du plan, il est absolument pas écologique. Pour l'Opéra de Paris, ils incitent à la construction d'une nouvelle scène à l'intérieur, des travaux importants évidemment qui vont être un impact lourd sur le développement durable. Et puis le patrimoine qui est valorisé, pourquoi il est valorisé ? Pour développer le tourisme et rendre la France de nouveau plus compétitive. Donc inviter à nouveau à ce que la France soit numéro 1 mondial touristiquement et que tous les vols puissent déverser, les low cost et autres, puissent déverser les touristes en France. Donc il n'y a absolument aucune pensée écologique dans ce plan de relance de la culture. Et c'est pour moi un retour en arrière qui est véritablement grave. Parce que, oui, on peut se réjouir qu'il y ait 2 milliards d'euros pour la culture, même si j'ai dit effectivement, on est loin par exemple des 8 milliards pour l'automobile. Alors que dans un rapport commun 2014, ministère de la Culture, ministère de l'Économie, la culture c'est 7 fois l'automobile en termes de PIB. Et l'automobile reçoit 8 milliards d'euros pour la relance et la culture 2 milliards. Donc voilà, c'est toujours important. Moi, j'aime beaucoup les chiffres. En fait, ça dit beaucoup de choses. Derrière, après, il y a de l'idéologie, mais revenons toujours aux chiffres. Donc voilà, ça, c'est déjà une petite chose. Alors que l'industrie automobile est une industrie délocalisable. C'est une main-d'œuvre délocalisable, ce qui n'est pas le cas de la culture. C'est une main-d'œuvre qui n'est pas délocalisable et qui est un secteur évidemment fragile et sous-capitalisé. Donc face à ça, évidemment, on peut trouver que c'est un effort faible. Mais surtout, c'est que derrière la politique qui est mise en place actuellement par Roselyne Bachelot et Jean Castex, puisque Jean Castex, le Premier ministre, a présenté ce plan, notamment pour le spectacle vivant, directement à la rue de Valois, c'est que c'est véritablement une vision rétrograde de la culture. C'est-à-dire qu'à la place de se dire on prend cette crise sanitaire et on réinvente, comme on essaye un petit peu d'envisager, comme le disait très bien Benoît, au niveau de l'écosystème, les questions de production, d'interprétation, de revenir vraiment à la programmation, et ce que disait aussi Margot avec la création de l'association, eh bien non, on a l'exact inverse. Et ce qui est oublié aussi dans ce plan de relance, c'est l'emploi artistique. Il n'y a aucune contrepartie qu'on demande en termes d'emploi. Et puis surtout, les gros opérateurs au détriment des compagnies, des indépendants. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'une association comme Art Viva, vous le disiez David, cette association Art Vivant, Art Durable, elle est créée par des gens qui représentent le secteur des indépendants, des ensembles. Et ça traverse d'ailleurs la question privée-publique. Et c'est vraiment juste cette société civile, une fois de plus, qui est moteur en la matière. Et j'ose croire, par contre, que peut-être si l'État très rétrograde en la matière, en se disant on relance coûte que coûte l'économie en oubliant l'écologie, ce qui est une fois de plus pas d'une très grande intelligence, en tout cas à court terme peut-être, à moyen terme non, et à un terme encore plus long, c'est absolument catastrophique. Margot avait raison de parler d'urgence. En tout cas, moi je crois que le côté positif, c'est que par contre les individus, eux, ne se laissent pas faire. Et face aujourd'hui au contexte actuel, non, ils ne vont pas supporter en fait ce type de politique. Et on peut le voir aujourd'hui, déjà, il y a dans les comportements de nouveaux usages des gens. Donc, ayons confiance en fait en l'intelligence collective, l'intelligence aussi des artistes, des musiciens. Vous avez parlé de Jérôme Bell, un chorégraphe qui sont engagés, parce que derrière, ils sont engagés les artistes. Alors, vous êtes 2 compositeurs déjà, vous êtes là 2 artistes. Moi-même, je suis bassoniste et vous avez une magnifique chef de chœur aussi, en la personne de Margot. Donc, on a tous cet ADN artistique. Et donc, vraiment, je crois que maintenant, ça va être cette responsabilité individuelle, mais pas de laisser ces individus se cantonner à l'individu, mais être assez fort, lobby, pour faire bouger les lignes, et notamment du point de vue des États. Et je me permets juste de rebondir, parce que je trouve ça juste, notamment par rapport à la question générationnelle que je soulevais tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a, on va dire, un soulèvement. J'aime bien cette idée du soulèvement, mais du soulèvement au sens de l'émergence. On parle beaucoup d'émergence tout le temps aujourd'hui, de gens et d'artistes et de gens de terrain en fait. Peut-être qu'artistes serait un peu restrictif parce qu'il y a aussi des opérateurs complémentaires qui s'investissent dans ces pratiques, qui aujourd'hui décident non pas d'être dans une sorte de confrontation directe, militante ou très politisée, mais qui décident de se dire ok, de toute façon, nous, on a une expertise. On a des solutions en tête, on a des outils, des ensembles, des orchestres, des associations qui existent, et à partir de là, on peut commencer à proposer des exemples. Moi, je pense que la meilleure façon aujourd'hui d'initier un changement, c'est de montrer des exemples, aussi locaux, ponctuels et peut-être de taille différente soient-ils.
c'est l'exemple qui donne l'envie d'aller plus loin. Et je crois qu'aujourd'hui, on parlait de la réponse nationale, mais il y a aussi une problématique au niveau européen, puisque l'intitulé de cette académie, c'est European Creative Academy. Peut-être, moi, ce qui m'inquiète un peu en ce moment, c'est le manque de coordination au niveau de la question culturelle. Et si on va encore plus précisément sur la question du spectacle vivant au niveau européen, puisqu'on voit aujourd'hui des décisions qui sont prises. Donc il y a des annonces de soutien financier qui sont faites, mais aussi des idées de marche arrière, comme le notait Antoine, de revenir sur des décisions qui avaient été prises de façon législative sur, par exemple, les échanges et les rémunérations des artistes sur des accords de réciprocité, de perception de droit, avec des pays qui n'en ont rien à faire, en fait, au final de la question écologique, ou qui ne la traitent sous aucun angle, et qui aujourd'hui vont récupérer des fonds qui sont perçus par des sociétés qui soutiennent le secteur, et donc ceux qui font changer les choses, vers des personnes ou des structures qui, elles, ne s'investissent pas dans ce débat-là. Donc au final, comment on peut donner tant d'une main, si vous voulez, et avoir si peu de considération pour ce qui est un acquis qui permet de faire bouger les choses de l'autre? Il faut avoir conscience que la réponse politique ne peut pas suffire, il faut qu'il y ait une vraie mobilisation des acteurs, ça j'y crois beaucoup, et je pense que le législateur doit avoir conscience de tout ce qui se passe. Et quand on parle de ce qui s'est passé pendant cette crise et le confinement, quand on a vu l'explosion de la consommation en dématérialisé, en numérique et en streaming, qu'on voit les enjeux qu'il y a derrière, et que ces enjeux vont avoir un impact écologique, puisqu'à la fin, tout est politique et tout est écologique. C'est aussi, on peut le dire comme ça, puisque la chaîne d'incidence, encore une fois, on va faire bouger à un endroit précis quelque chose qui va créer une chaîne d'incidence qui va modifier toute la suite. Donc aujourd'hui, typiquement, avoir conscience que quand on consomme et quand on stocke en streaming, ça n'est pas sans impact écologique, c'est une vraie question. Quand on considère que les fonds qui sont perçus sur les droits des artistes-interprètes ou des compositeurs et compositrices peuvent servir en les redistribuant derrière à soutenir, voilà, vous avez nommé des acteurs de terrain que nous sommes, les structures que nous portons ou avec lesquelles nous travaillons pour qu'elles continuent de faire bouger les choses à leur échelle et puis progressivement de plus en plus collectivement, c'est important. La question aussi de créer des liens et des passerelles avec les autres pays européens, pour moi, je ne veux pas faire un chauvinisme européen, c'est pas la question, parce qu'on a besoin des artistes qui sont partout sur la planète, c'est essentiel. Mais je pense que déjà, politiquement, apporter une réponse européenne serait un bon début à tout ça. Comment on coordonne l'écologie des déplacements européens pour le spectacle vivant, comment on coordonne une politique de soutien qui permet aussi d'intégrer la question écologique dans nos pratiques, parce que ça a forcément un coût, toute transformation entraîne ses coûts aussi, et ces coûts-là, ils ne doivent pas, ou au minimum, je dirais, impacter la création artistique, parce que c'est aussi la diversité qui fait l'envie de continuer. Donc toutes ces questions sont corrélées, et il faut pas les laisser de côté, et c'est pour ça que moi je suis ravi de voir toujours qu'on est très bien informé par la lettre du musicien sur ce qui se passe, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue politique, que aussi ce qui se passe dans les structures, et c'est extrêmement important de savoir comment les structures vivent, comment l'organicité des structures évolue, et c'est aussi pour ça qu'il est important d'avoir un projet de développement, c'est même un manifeste aussi, je dirais, art vivant, art durable, pour nous, structures, de voir que tout d'un coup, un opérateur est en train de prendre une place importante pour guider nos pratiques et nous accompagner techniquement, parce que forcément, quand on gère un ensemble, on ne peut pas penser qu'à l'écologie à 100% du temps, on a tout un tas de sujets qui échappent à ça, et des fois, l'efficacité va parfois à l'encontre du principe écologique, enfin du moins ce qu'on considère comme efficace aujourd'hui. Donc à partir de là, c'est comment être bien conseillé sur des bonnes pratiques. Et ça doit être accompagné. Et c'est pour ça que moi je suis extrêmement enthousiaste pour la suite, en tout cas de ces collaborations-là. Benoît disait à l'instant, et c'est très intéressant, sur l'impact européen. Aujourd'hui, il y a un plan de relance de 750 milliards d'euros. Monika Grütters, qui est la commissaire allemande à la culture, appelle à ce qu'au moins 1%, voire 2% de ce plan soit consacré à la culture, les 750 milliards. Parce que la relance, effectivement, d'une nouvelle politique culturelle, parce qu'on voit qu'en France, c'est une politique culturelle relativement archaïque, et peut-être elle peut s'imaginer, et elle doit s'imaginer à l'échelle européenne. Et puis effectivement, par rapport aux exemples, moi j'aimerais quand même en citer deux qui peuvent nous inspirer.
et qui nous inspire, un qui vient de Finlande. Évidemment, on sait que les pays d'Europe du Nord sont parmi les plus moteurs en matière écologique. C'est l'orchestre de Lahti, une petite ville en Finlande qui s'est fixé comme objectif une sorte de neutralité carbone. Toujours un petit peu compliqué de le dire au-delà de la communication, parce qu'il y a aussi une communication et un marketing écolo, mais il n'empêche que, évidemment, c'est une démarche très intéressante. Et par exemple, ils remboursent les artistes qui viennent à Lahti en train, mais ceux qui prennent l'avion, ils n'ont aucun remboursement. Donc, pour les artistes, évidemment, il faut passer par une écologie coercitive, je pense. Je ne dirais pas une écologie punitive, mais une écologie coercitive. Elle est vraiment importante parce que sinon, rien ne changera. En fait, évidemment, si on fait juste quelques petits conseils. Donc là, vraiment, l'orchestre de Lahti est dans une phase très importante. Et puis, un comportement qui est chouette aussi à souligner, c'est celui de l'orchestre de l'Âge des Lumières, Age of Enlightenment, à Londres, qui a choisi de faire une tournée en allant depuis Londres jusqu'à Budapest et à Varsovie en train. Tout entièrement en train à l'échelle d'un ensemble. Et à la place de se dire « Oh ben mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est triste de prendre le train alors qu'on pourrait prendre l'avion, c'est plus court et ainsi de suite, c'est moins cher aussi. » Et ça, c'est un autre scandale, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Et ben l'orchestre en a profité pour en faire une expérience en fait de ce voyage en train. Et c'est super parce que finalement c'est le meilleur moment un voyage en train, comme on l'a fait pour venir à Annecy, puisqu'on est tous ici à Annecy et on a pris le train. Ceux qui même prendront le train, c'est le titre d'un très beau film de Patrice Chéreau. Et donc on l'a fait, on a discuté, on a échangé. Et pour justement inventer ce fameux monde d'après, le voyage en train il est souvent sans doute bien plus inspirant qu'un voyage en avion. Oui, complètement. Et juste, puisque vous parliez de l'ensemble Ars Nova sur le principe de cette transformation écologique professionnelle, c'est vrai que j'ai eu un propos très général, mais sur des champs très concrets. C'est typiquement les contacts qu'on a avec les compositeurs et les compositrices aujourd'hui. Imaginez un projet à long terme. C'est-à-dire pas seulement une création ou une échéance qui donnera la création d'une œuvre qu'on va tenter de diffuser parce que les conditions actuelles font que c'est pas toujours évident de se projeter en ce moment, mais en tout cas de dire effectivement, imaginons un projet à plusieurs échelons et à plusieurs échelles, c'est-à-dire un projet qui serait un peu comme un accordéon, puisque c'est un instrument qu'on a aussi dans l'ensemble, à savoir est-ce qu'il peut avoir une forme contractée, une forme, on va dire, plus large, plus dilatée, est-ce qu'on est capable de garder un fil conducteur dans des formes très diversifiées. Donc ces réflexions qu'on pose aujourd'hui presque comme prérequis du développement du projet avec les compositeurs et les compositrices. Un autre exemple, on doit partir faire en 2021 un concert à Londres. Il se trouve qu'on est en partenariat avec un ensemble londonien, le Riot Ensemble, qui a un appel, un call for scores tous les ans, et il y a des lauréats qui remportent ce prix, qui ont une commande. Il se trouve que pour le concert que nous allons faire là-bas, nous avons une partie en commun avec cet ensemble-là, mais aussi une partie qui sera dédiée plus particulièrement à Ars Nova, et dans cette partie plus particulièrement dédiée à l'ensemble Ars Nova, je suis allé chercher, quand je parlais de recyclage, dans les précédents lauréats, il se trouve qu'il y a une compositrice italienne avec laquelle on travaille sur un autre projet avec Ars Nova, et c'était vraiment un peu inattendu. Donc l'idée a été de lui commander une suite à cette pièce-là pour l'effectif qu'on avait déjà prévu pour le concert, donc optimisation de ce qu'on a prévu, et ce qui donne une suite à son travail précédent, ce qui nous permettra de rejouer l'œuvre qu'elle avait déjà créée, mais de lui donner une suite, tout simplement. Et dans un effectif, en plus, on crée du répertoire pour des nouveaux effectifs, puisque là, par exemple, cet effectif, c'est clarinette, saxophone, violon et violoncelle, donc c'est pas un effectif le plus répandu non plus en termes de musique de chambre. Donc créer un répertoire spécifique, transportable, qui peut rentrer dans cette logique de contraction et décontraction, je dirais, de l'effectif. Et à partir de là, vous voyez, c'est des éléments très concrets comme ça. Moi, j'aimerais qu'on pose aussi aujourd'hui, par exemple, avec des organismes comme la SACEM, la question d'un accompagnement sur la reprise d'œuvres. Est-ce qu'au final, il y a des primes pour la création aujourd'hui, des aides pour la création? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir dans un projet de saison une valorisation de la reprise d'œuvres? Si l'œuvre est reprise 1, 2 ou 3 fois, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un accompagnement supplémentaire qui permettrait, par exemple, de coproduire certains concerts pour reprendre ces œuvres? Parce que quand on va vers des petites salles avec des publics non avertis, se pose la question de l'accès du public à la création qui doit être travaillé, qui doit être pensé, parce que c'est pas du tout qu'il est difficile, loin de là, c'est juste qu'il doit être retravaillé sur sa présentation, sur son marketing même, presque je dirais. Mais ça va induire des coûts supplémentaires, forcément, de la médiation. Donc toutes ces opérations qui accompagnent une émancipation de la création, ça c'est des solutions viables et concrètes qu'on peut mettre en place rapidement en fait. Oui, donc, puis il y a une volonté politique incitative à la production des œuvres. Voilà. Après, moi ce que j'y vois derrière, mais c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est aussi le fait que les structures
structures s'engageront davantage s'il y a des financements. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'argent qui fait avancer la volonté de coproduire. Et en même temps, c'est elle qui donne aussi les moyens de le faire. Donc il y a un peu... J'ai un point de vue un peu peut-être... J'entends ce que vous dites, mais j'ai un point de vue un peu détaché de cette question purement économique, parce que je pense que si on raisonnait que par le principe économique, Art Viva n'existerait pas, la lettre du musicien n'existerait pas non plus, l'European Creative Academy peut-être n'existerait pas non plus. Je pense que l'argent est un moteur, enfin c'est un carburant même, c'est pas un moteur, c'est un carburant. Ce qui est déjà important, c'est de bien penser le moteur. Je veux dire, c'est qu'à mon avis, une machine qui est pensée à la base pour avoir un carburant pluriel aura plus de chances d'arriver à ses objectifs qu'une machine qui est pensée uniquement sur une seule ligne. Je vais même dire le contraire, en fait presque. Je vais prendre un peu à rebours ce que vous venez de dire, puisque quand je parle des exemples que j'ai donnés pour Ars Nova, au final, on va presque diminuer au final les besoins d'argent, puisqu'on ne va pas passer 15 commandes supplémentaires. Quand je parle d'un projet pensé sur plusieurs échelles, ça va être un volume peut-être un peu plus important initial, mais si on le répercute sur 3, 4 ou 5 ans, ça fait une enveloppe moindre. Mais ça fait peut-être aussi de l'argent pour d'autres commandes, pour d'autres compositeurs et compositrices. Donc au final, c'est plus une question d'optimisation que d'augmentation du volume financier. C'est comment on le repense. Et je pense que le principe même de ce qu'on appelle l'innovation, qu'on a entendu à toutes les sauces ces derniers temps, l'innovation, avant même d'être du nouveau ou du plus, c'est déjà un regard transformé sur ce qui existe déjà. Et je pense que là-dessus, la question d'optimisation qui effraie un peu nos pratiques, quand on parle d'optimisation, on voit tout de suite productivisme ou des choses comme ça. En fait, moi je pense plutôt de renforcer la vie. J'utilise au sens de renforcer la vie de ce qu'on fait et la durabilité de ce qu'on fait. Oui, puis c'est dans l'intérêt des musiciens, fondamentalement. Des artistes en général, oui. Tout à fait. Alors Margot, suite à ce que nous avons évoqué tout à l'heure avec vous et à tous les constats qu'on vient de dresser avec Benoît et avec Antoine, on pourrait se demander comment est-ce qu'on peut aider les artistes finalement à envisager dans la construction de leur projet et dès la construction de leur projet la problématique de l'écologie. Alors vous faisiez référence tout à l'heure à ce guide pour l'action. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et comment Art Viva propose des outils concrets, pragmatiques à destination des musiciens, peut-être des structures culturelles aussi, pour les accompagner, avoir cette bienveillance, cette démarche d'accompagnement dans cette problématique de l'écologie. Bien sûr. Pour commencer, effectivement, nous allons parler du guide pour l'action, qui est un des outils d'Art Viva, pas le seul. Tout d'abord, j'en dirai quelques mots aujourd'hui, mais je précise que c'est un outil qui est accessible uniquement à nos membres abonnés. Les membres abonnés, ce sont des membres qui sont des structures ou des indépendants, les artistes étant considérés comme membres ambassadeurs du sujet, puisque comme je le disais tout à l'heure, la cible que nous souhaitons aujourd'hui toucher, ce sont les structures qui ont, elles, une véritable capacité d'action. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça à travers le guide pour l'action. Tout simplement, on va commencer avec un exemple très concret qui est l'hôtellerie. L'hôtellerie, ça concerne tout le monde, ça vous concerne dans votre vie privée, ça vous concerne dans votre vie professionnelle. Et les artistes connaissent extrêmement bien cette question de l'hôtellerie. L'hôtellerie, comment par exemple peut-on réduire son impact écologique ? D'abord, je rappelle que en France, le seul traitement du linge du parc hôtelier représente chaque année 470 tonnes, je ne me suis pas trompée, d'émissions de CO2, 10 millions de mètres cubes d'eau, 15 000 tonnes de produits lessiviels. Et tout ça, vous pouvez retrouver les informations sur le site de l'ADEME, qui est une source extraordinaire et très inspirante. Il est très possible de réduire cet impact. Comment ? Anticiper. On disait tout à l'heure, l'écologie, ça prend du temps. On reparlera après de ce que ça veut dire, notamment pour les indépendants, comme le soulignait Antoine. Le temps, nous n'en avons pas plus que l'argent. C'est important à souligner, disons les choses comme elles sont. L'idée, c'est pas le greenwashing, c'est pas le marketing, c'est l'action, et ça prend du temps. Ouais. Un logement éco-responsable, il y a tout un tas de labels qui existent aujourd'hui, comme la Clé Verte par exemple, qui est un label pour les hébergements touristiques et les restaurants. Par exemple, prendre un hôtel accessible à pied du lieu de spectacle. Ça tombe sous le sens. C'est très peu souvent le cas.
Et nombreux sont les orchestres à avoir dormi dans des Formule 1 au bord de l'autoroute, ne nous le cachons pas. Il faut demander aussi, il faut parler, il faut entrer dans le dialogue, à la fois avec le festival ou le lieu qui nous accueille, mais avec l'hôtel effectivement. Des mesures très simples. Ne prévoir qu'une seule serviette par personne dans les chambres, comme chez vous finalement. Pas de produits d'accueil d'hygiène. Hein. Les échantillons, on n'en a pas besoin à la maison, on n'en a pas besoin quand on se déplace non plus. C'est très simple de prendre dans cette trousse de toilette un savon solide, si possible évidemment. C'est très simple. Refuser les gobelets en plastique, les remplacer par des verres lavables. Ça tombe sous le sens. Pas de ménage pour les séjours de moins de 4 jours. Est-ce que vous faites le ménage tous les jours chez vous ? En tout cas, moi pas. Pas de climatisation, pas de chauffage, pas de lumière avant l'arrivée dans les chambres. Bon. L'installation de poubelles sélectives dans les chambres, alors là, peut-être que c'est un peu demandé pour l'instant. Mais pour tout le reste, il me semble que c'est largement accessible et possible dans le dialogue avec les structures. On pourrait aller plus loin encore. Les alternatives à l'hôtel. Le logement chez l'habitant, pourquoi pas ? Évidemment, il faut prendre en compte les distances que ça peut ajouter, etc. Et donc, il faut rester dans une logique de réflexion et de raison. Voilà, il faut se raisonner. Je crois que c'est un des arguments importants. En tout cas, un des messages importants. Le plus loin qu'on puisse faire pour l'hôtellerie, et ce serait de rédiger, que chaque lieu, chaque festival, rédige une charte stricte à partager avec les artistes et les structures qu'ils accueillent. La question de l'hôtel, c'est aussi la conduite éco-responsable sur place. C'est-à-dire qu'il faut évidemment informer les artistes, être en dialogue avec les structures, suivre les instructions données par l'hôtel pour que les serviettes ne soient pas lavées tous les jours, parce que dans la plupart des hôtels aujourd'hui, il y a des engagements éco-responsables, etc., etc. Donc il s'agit aussi beaucoup de pédagogie. Il y a, tout un petit détail, mais la question du petit déjeuner, se renseigner sur la provenance des produits. Petit exemple, des fraises de saison de production locale, c'est 1 kg de CO2 par kilo de fraises. J'aime bien cet exemple. J'aime bien les chiffres, comme Antoine. Les fraises en hors saison, dans une serre chauffée en France, je ne parle pas des productions à l'étranger, c'est 3,4 kg de CO2 par kilo de fruits. Donc, ne mangeons pas de fraises en hiver. Voilà, pour l'hôtellerie. Évidemment, vous pouvez aussi encourager les hôtels à dire, ils n'ont pas tout mangé, est-ce qu'on peut emporter les restes ? Ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Ou quand ils nous proposent des box petit déjeuner, ça arrive souvent quand on n'a pas le temps, quand il y a un avion à prendre, qu'on n'a pas le temps de prendre le petit déjeuner, être très strict sur le contenu et sur les emballages plastiques, évidemment. Ça, c'est tout ce qui concerne l'hôtellerie. Alors évidemment, il y a le prisme des artistes et des compagnies et des ensembles qui nous intéressent beaucoup aujourd'hui, mais on pourrait aussi développer le point de vue des festivals et des lieux d'accueil, mais ce serait un peu long. Ce sera pour une autre fois. Ça, c'était pour la question de l'hôtellerie. Je terminerai sur des questions techniques, mais la deuxième chose dont je voulais parler, c'était la question des transports, puisque c'est quelque chose qu'on a beaucoup évoqué aujourd'hui, que ce soit le transport des œuvres, le transport des artistes, etc. Quelques chiffres, encore une fois. Les avions, en fonction des modèles, je ne suis pas technicienne de la question. De la distance du trajet, en fonction des modèles, de la distance du trajet et du taux de remplissage, les avions émettent entre 73 et 250 grammes d'équivalent CO2 pour transporter un passager sur 1 km. C'est un peu technique, mais vous allez voir avec la suite. Une voiture transporte en moyenne 2,2 passagers sur les transports longue distance. C'est pas si mal. Pour environ 55 grammes de CO2 par passager sur 1 km au jour. Tous deux sont battus par le TGV, qui pour une moyenne de 285 passagers émet 3,37 grammes d'équivalent CO2 pour transporter un passager sur 1 km, soit entre 20 et 75 fois moins qu'un avion et 16 fois moins qu'une voiture. Il faut réinterroger le transport des artistes et des œuvres, c'est l'urgence absolue aujourd'hui. On ne peut pas faire un aller-retour, emmener 60 artistes dans un avion pour un aller-retour à Tokyo, à Boston, je ne sais où, ce n'est plus possible, il faut le refuser. Le refuser, c'est le cas de certaines compagnies, comme celle de Jérôme Bell d'ailleurs, qui fait partie de nos adhérents.
tous n'en ont pas les moyens. Et là, c'est encore un autre débat, mais qu'on pourra peut-être aborder tout à l'heure. Les ensembles, les indépendants, les artistes ont-ils les moyens de refuser cette diffusion internationale par rapport à la stratégie de leur développement et de leur positionnement? Ça, c'est quelque chose que Benoît a abordé tout à l'heure, qu'Antoine a abordé, etc. Donc, Art Viva, nous, on ne veut pas être prescripteur strict sur ces questions-là, mais en tout cas, il y a ce besoin de les interroger et de trouver des solutions. Les solutions, c'est quoi? C'est prendre systématiquement le temps de faire une prévision d'empreinte carbone sur les voyages prévus. Voilà. En tournée, sur la venue des artistes en fonction. Petit exemple, la Péniche Opéra, qui est une salle qui s'appelle la Pop maintenant, qui est une salle de spectacle sur une péniche à Paris, refuse d'accueillir des artistes qui viendraient en avion pour des trajets de moins de 1000 km. Merci. Merci la Pop. Voilà. C'est possible, ça prend du temps, mais c'est possible. Il y a un calculateur gratuit qui permet de suivre les émissions de CO2 sur les tournées, qui s'appelle Creative Green Tools, qu'on pourra retrouver sur le site internet de l'Académie. Privilégier le transport en commun au transport individuel, évidemment, le train à l'avion, on en a parlé, le covoiturage si les déplacements en voiture sont nécessaires ou indispensables, comme dans certains territoires. Benoît l'a évoqué tout à l'heure sur les territoires français, notamment depuis le découpage des grandes régions. Aujourd'hui, dans les conventions d'objectifs avec les DRAC, on a une mission de territoire, et notamment sur l'éducation artistique et culturelle. Aujourd'hui, moi, je suis administratrice de production d'un ensemble indépendant. Je dois organiser des voyages pour 2 heures de répétition sur 4 semaines. Une fois par semaine, je dois aller envoyer mes artistes à l'autre bout de la région. Et c'est une vraie question, parce que ce sont des voyages en voiture qui sont énergivores et qu'il serait intéressant de repenser aussi par ce prisme-là. Pourquoi pas mutualiser des moyens de transport? Pourquoi pas proposer aux ensembles, dans des regroupements régionaux, de justement, je sais pas, acheter une voiture électrique et se la prêter? J'en sais rien. Vous avez un exemple très intéressant là-dessus, c'est en Russie. Pourtant, on va dire que la Russie ne donne pas souvent l'exemple en matière écologique, mais les artistes russes, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande habitude du train en Russie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? L'orchestre du Mariinsky de Saint-Pétersbourg, chaque année, ils font une tournée en train. C'est-à-dire que la journée, ils vont aller d'un endroit à l'autre, ils vont donner le concert, arriver dans l'après-midi, faire le raccord, donner le concert. Et après, pendant la nuit, les musiciens remontent dans le train, c'est un train spécialement affrété avec Valéry Gergiev, le chef, l'orchestre du Mariinsky, et ils repartent la nuit pour aller dans une autre destination, et ils font ainsi le tour. C'est un héritage évidemment communiste, on sait combien la Russie pendant longtemps a misé sur le train, et elle continue toujours, et cette habitude ancrée. Et donc ils font une tournée entière en train. Sans doute là aussi, il y a peut-être des choses dont on peut s'inspirer, et ça crée beaucoup de convivialité. Alors c'est vrai, en Russie, avec évidemment des consommations de certaines substances, dont on taira le nom bien sûr ici. Merci Antoine pour cet exemple tout à fait parlant. Il n'y a pas que le train, il y a aussi le bus, qui est dont le spectacle vivant fait une consommation assez régulière. Ce qu'on appelle dans les musiques actuelles les bus tours, éventuellement il y aurait quelque chose à réfléchir. En tout cas là, moi je voulais parler de la question des bus électriques. Il existe aujourd'hui des compagnies qui permettent, des compagnies de transport qui permettent l'usage de ces bus électriques, qui ont une autonomie d'environ 300 km. Il me semble qu'en tout cas pour tout ce qui est région parisienne, il est assez simple de passer sur un fonctionnement complètement électrique, et ça, c'est à penser dès le début de la conception des projets, c'est-à-dire et des tournées. Voilà, j'ai 300 km d'autonomie, comment je construis cette chose-là? Optimiser les transports à essence, ça me paraît extrêmement important, et difficile à la fois à mettre en place. J'aime bien faire le parallèle avec les musiques actuelles parce qu'ils sont beaucoup plus habitués que les musiques classiques, les musiques savantes de manière générale, à la question des tournées. Une tournée dans la musique classique aujourd'hui, c'est plusieurs concerts. Voilà, j'ai réussi à monter une tournée, j'ai réussi à diffuser mon projet dans plusieurs endroits. Les musiques actuelles, ils envoient un artiste qui va faire tout le tour de la carte, mais avec une logique géographique, ce qu'aujourd'hui le secteur du spectacle vivant n'arrive pas à faire. Et là, c'est une vraie question à poser aux diffuseurs et à la façon de diffuser les œuvres et à l'économie que ça engendre, évidemment, qui nous ramène à cette question écologique. Et je me permets de rebondir là-dessus, parce qu'il y aurait aussi un changement de paradigme très fort à faire en matière d'exclusivité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de salles pratiquent des exclusivités, ce qui est un non-sens écologique. C'est une exclusivité, c'est-à-dire si un artiste donne un concert dans telle salle, il ne doit pas en donner dans un périmètre de 100 km, voire même plus parfois à l'échelle de région.
Or aujourd'hui, rares sont les publics, et surtout on ne parle pas de stars comme Beyoncé, qui vont faire 200 km pour se déplacer, nonobstant la qualité d'Aedes, d'Ars Nova, de plein d'ensembles. Très souvent, c'est un public beaucoup plus local, mais il y a cette peur qu'évidemment, il faut remplir les salles, et donc il y a cette idée d'exclusivité. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les artistes font, et Margot, tu l'as très bien dit, des tournées qui n'ont aucun sens, c'est-à-dire un jour à Toulouse, le lendemain à Lille, et après on redescend à Perpignan, et ainsi de suite. C'est des non-sens géographiques, avec aussi cette question d'exclusivité. Donc il faut aussi, je pense, parce que là, il y a beaucoup de représentants d'ensemble qui sont là, il faut que les salles aussi prennent vraiment cette question à bras-le-corps. Il y a pas mal de retard quand même en la matière, et que les salles s'interrogent par rapport à ces politiques d'exclusivité qui sont aussi, il faut bien le dire, parfois le fruit d'ego de directeurs artistiques qui sont très fiers de garder leurs artistes pour eux, alors qu'en fait, les artistes font bien des tournées, mais pensons moins à ces tournées à une échelle vaste, mais pensons au sens régional. Voilà. Oui, et puis ce qui conditionne des comportements délétères aussi. On parle d'une solution peut-être écologique, mais moi il y en a une qui me vient à l'esprit. C'est que quand justement pour ces questions d'exclusivité et de prestige de programmation, il y a des demandes après en face qui arrivent en termes de catering, d'accueil, de backline, qui parfois sont complètement effarantes et ne représentent absolument rien de concret en termes de dépenses, de coûts et d'écologie pour le coup, et surtout, enfin, qui sont complètement fantaisistes, on peut le dire, hein, je veux dire. Et je parlais d'avoir optimisé le dialogue social au sein de l'ensemble Ars Nova et d'avoir créé des représentations efficaces, mais parce que le temps qu'on consacre à échanger ensemble optimise beaucoup de choses, donc évite du gaspillage en termes de location de matériel, en termes de combien de fois des régisseurs arrivent sur des productions, il y a un set de backline de 20 000 €, et tout d'un coup, ils disent, mais en fait, il y en a la moitié qui me servait à rien, mais si on m'avait demandé mon avis au début, eh ben, il y a plein de choses qui seraient optimisées aujourd'hui. Et par exemple, si on imaginait que toutes ces économies, au final, servaient au final à payer un peu plus les contrats de cession, pour qu'il y ait un transport écologique, pour qu'il y ait une politique d'accueil plus ciblée. Mais bon, là peut-être j'anticipe sur ce que Margot voulait dire, mais en tout cas, c'est des choses qui sont conditionnées effectivement par un mode de dialogue entre structures de diffusion, pour le coup étant aussi à la tête de la programmation de certains festivals, je sais très bien de quoi il en relève. On veut cet artiste, ou on veut, parce qu'on connaît un peu la qualité artistique et aussi le succès que va engendrer cette programmation-là, et donc du coup on accepte peut-être beaucoup trop de choses qui sont fantaisistes. Voilà, mais ça c'est aussi un point. Désolé si j'ai un peu trop marché sur... Aucun problème. Voilà. Alors le prochain sujet que je voulais aborder sur la question de ce guide pour l'action, c'est toute la question technique, justement, dont qu'on vient de commencer à aborder. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui aborder une transition écologique, environnementale sur la question technique qui est extrêmement énergivore? La première chose à laquelle je pense, c'est la lumière. Remplacer les lumières par des LED. C'est une alternative plus durable, plus efficace au niveau énergétique et qui ne consomme pas de gélatine par ailleurs. Les spots à LED gèrent directement les variations de couleurs. Voilà, donc ça évite. Et puis quand on n'a pas le choix, remplacer les gélatines habituelles par des gélatines qui ont une durée de vie plus longue. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une gélatine, c'est une espèce de feuille colorée qu'on place devant le projecteur et qui permet de donner une ambiance particulière. On peut repenser son parc de matériel et il faut aussi le gérer de façon raisonnée. Le gérer de façon raisonnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire prêter ou louer le matériel qu'on utilise peu. C'est-à-dire, aujourd'hui on achète, il nous manque quelque chose, on l'achète. Voilà. Ce n'est pas nécessaire, on peut passer un coup de téléphone, ça prend pas beaucoup plus de temps, un collègue dans une salle, dans la même région, etc. Ça c'est très, très facile à mettre en place. Privilégier la réparation du matériel endommagé plutôt que d'acheter quelque chose de nouveau. Ça me paraît aussi être tout à fait faisable. Ce que je veux vous montrer en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire qui sont simples, qui ne coûtent pas énormément d'argent ou même qui peuvent en faire gagner et qui changent concrètement l'impact écologique des projets artistiques. Le matériel endommagé, on peut le donner à des structures qui pourront leur donner une deuxième vie. On est aujourd'hui beaucoup dans l'upcycling, dans la rénovation, la remise en marche. Il y a des structures qui s'en occupent. Et puis, on peut acheter ce matériel de seconde main remis à neuf. Il y a une plateforme qui existe pour promouvoir la seconde vie du matériel qui s'appelle la ressourcerie du spectacle et qui joue un rôle très important à cet endroit-là. Et puis le dernier point sur la consommation énergétique, ce serait limiter la consommation de piles. Par exemple, mais là c'est un exemple qui vient du domaine des musiques actuelles, ils utilisent certains micros à piles
Et ils vont acheter, je sais pas, un stock de 80 000 piles pour un festival, etc. Et ils vont pas les réutiliser la fois d'après. Parce qu'on ne sait jamais, il faudrait pas qu'il y ait une pile qui tombe en panne. Donc ils vont les utiliser une fois, les jeter, et en racheter des dizaines de milliers d'autres pour la fois suivante, ce qui ne peut plus arriver. On ne peut plus les laisser faire ça, c'est absolument impensable. Ensuite, il y a la question des costumes et des cosmétiques, voilà, sur lequel on a fait quelques recherches avec Arviva. Le maquillage responsable. Alors ça, aujourd'hui, voilà, éviter les produits conditionnés dans des flacons en aluminium non recyclables ou les produits suremballés. Aujourd'hui, la question de l'emballage est de plus en plus une question qu'on aborde dans les médias, dans le grand public, etc. La laque, les déodorants, tout ça qui sont chargés en perturbateurs endocriniens et en allergènes de toutes sortes. Se renseigner sur les marques de cosmétiques bio et respectueux de l'environnement. On ne va pas se lancer dans un débat sur la cause animale, mais enfin là, il y aurait aussi quelque chose à réfléchir sur les cosmétiques, évidemment. Il y a énormément de choses dans la presse que vous pouvez retrouver qui vous informent de tout ce que ça veut dire, mais il y a une association aussi qui milite pour une cosmétique plus raisonnée et plus sensée qui s'appelle Slow Cosmétique. Mais je redonnerai à l'ECA tous les liens des choses dont on a parlé aujourd'hui. Pour les costumes, il y a concevoir, acheter ou louer des costumes d'occasion. Ça, c'est un de nos chevals de bataille. Les achats de seconde main, concevoir des costumes avec des tissus réutilisés. Aujourd'hui, le spectacle vivant est clairement en retard à cet endroit-là, alors que la mode, elle, a fait énormément de progrès ces dernières années. Je pense à une très peu connue marque de vêtements parisiens qui s'appelle Semper Vivum et qui ne fait que des vêtements zéro déchet, c'est-à-dire zéro chute et zéro déchet, voilà, avec des matières éco-responsables. Et ça, c'est formidable. Et il faut contacter ces gens-là et les faire venir dans le champ du spectacle vivant. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Évidemment, travailler avec des artisans, des boutiques, des prestataires locaux, etc. Ça peut paraître simple à dire, mais il faut le faire et le mettre en place. Et c'est important. Éviter les matières comme le polyester, comme toutes les matières synthétiques, etc. Et puis, une autre chose pour laquelle on peut imaginer quelque chose de très simple à faire, pourquoi pas concevoir des spectacles où les costumes sont des habits quotidiens des artistes. Ça se fait de plus en plus, des stylistes, des concepteurs de costumes qui demandent aux artistes d'apporter les choses qui sont dans leur garde-robe et qui s'en servent pour construire les costumes du spectacle. Et ça, c'est très simple. Et puis pour terminer, mais ça c'est tout un sujet de la mutualisation, évidemment les costumes entre structures d'une même ville, alors qu'aujourd'hui dans les opéras par exemple, il y a des obligations d'exclusivité, on en parlait pour les salles tout à l'heure, mais c'est le cas dans les opéras également. Je vais vous donner un exemple très concret entre deux opéras de province. L'un cherchait un ciel étoilé pour une production, l'autre l'avait, mais il y avait 5 ans ou 10 ans, je ne sais plus, d'exclusivité d'utilisation de ce décor, de cette partie décor qui était un textile. Donc le premier opéra a dû réinvestir de l'argent public, je le rappelle, en tout cas en partie publique, pour la construction de ce ciel étoilé, alors qu'il existait à 300 km de là. Et il s'agit, je ne parle pas d'une sculpture ou d'une œuvre d'art, mais d'un ciel étoilé. Voilà. Alors, si je peux me permettre, par rapport à ce que vous disiez, il y a une remarque qui était intéressante sur la réutilisation. Et en parlant de réutilisation, on évoquait l'autre fois la question justement des percussions, la question épineuse des percussions qui reste un poste. On y revient, les percussionnistes sont décidément mis à contribution aujourd'hui. On ne s'acharne pas spécifiquement contre eux, mais en fait, en tout cas, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut optimiser un set de percussions en allant chercher peut-être plus du homemade percussions, en faisant vraiment de la percussion qui serait, en travaillant sur des sets de percussion qui seraient faits avec des objets du quotidien. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi et à laquelle j'ai déjà réfléchi, une solution à laquelle j'ai déjà réfléchi et que je pense intégrer dans des projets à venir. Cette idée de pouvoir ne pas faire venir des claviers de 5 octaves sur scène systématiquement et d'en étaler sur tout le fond de scène et puis d'essayer d'imaginer bien sûr en fonction d'une cohérence de projet, mais de pouvoir imaginer des sets de percussion qui seraient aussi faits avec des objets trouvés, et je dis pas que ce soit applicable systématiquement, mais si jamais il y a une pensée, par exemple, moi je pense à une thématique qui m'est chère sur le monde industriel, tout à fait partir sur l'idée d'exploiter des instruments qui seraient
serait lié même pourquoi pas à des matériaux trouvés dans les industries ou les partenaires industriels avec lesquels on travaille, et du coup créer une véritable aussi dynamique vertueuse, aussi bien pour l'entreprise que pour le matériau musical exploité sur la scène. Je trouve cette idée intéressante, et ça répond vraiment à cette idée de se réapproprier et d'inventer des manières de donner une seconde vie à des objets, et ça rejoint la question que vous posiez, Benoît, de la créativité. Et surtout que c'est meilleur. Parce que, par exemple, les percussions, longtemps en France, sous l'influence des États-Unis, de l'Angleterre, on a joué dans les orchestres modernes des timbales, depuis 20-30 ans, en plastique. Ça a un son dégueulasse. Il n'y a vraiment pas d'autre mot à dire. L'orchestre de Vienne, Berlin, tous les orchestres, les plus grands orchestres allemands, jouent avec des peaux animales. On a un système qui permet de changer de notes, de ne pas être juste comme des petits timbales baroques ou classiques. La peau animale, ça a un son 1000 fois meilleur. Maintenant, enfin, on y revient, notamment du fait de l'influence des orchestres sur instruments anciens. Mais pendant longtemps, on a joué des instruments dégueulasses avec cette sonorité qui n'a pas de son. Peut-être pour jouer certaines bandes originales de John Williams au mieux, ou Alexandre Desplat, mais en tout cas, pas pour faire une symphonie de Beethoven ou de Schumann. C'est un non-sens. Et en plus, c'est bien plus bio, bien plus éco-responsable. C'est de la peau animale, c'est très beau, c'est nature. Qu'est-ce que c'est mieux que le plastique des timbales. Donc voilà, on peut aussi, soit on reprend effectivement des choses qui sont déjà existantes, ou soit il y a des matériaux plus naturels et plus historiques avant l'invention du plastique, qui n'a pas été la meilleure invention, je crois, de l'histoire de l'humanité. Et puis sans vouloir notifier la mort du marimba 5 octaves, mon cher David, la question se pose des nouvelles lutheries. C'est-à-dire à savoir comment on rentre dans un principe de lutherie. Parce que ça, c'est hyper important. La récupération d'objets trouvés pour faire de la percussion est en soi un phénomène sonore très attractif et très enrichissant et inspirant, notamment pour tout ce qui est de la découverte environnementale, sonore du monde dans lequel on vit. Je fais un petit parallèle, il y a une écologie dont on n'a pas parlé, mais c'est l'écologie sonore, qui est un sujet très spécifique. Comment on traite la question de la pollution sonore, de l'optimisation du son, de tout ce qu'on fait quotidiennement. Mais bon, là, il nous faudrait encore une deuxième table ronde pour ça. Et qui pose aussi tout ce mouvement des lutheries sauvages, d'aller trouver du matériau industriel abandonné, polluant parfois même. Qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est passé dans plein de types de spectacles. Je me rappelle de cette compagnie Stomp qui faisait déjà des percus avec des balais, des poubelles, etc. Donc on peut vraiment aller du domaine du spectacle spectaculaire, j'ai envie de dire, à vraiment aller chercher des choses. Je pense à un compositeur, Samuel Andreev, qui avait ses boîtes de conserve accordées, des pots de fleurs aussi, dont il choisit soigneusement, il calibre soigneusement les hauteurs. Je pense qu'à partir du moment où on rentre dans un champ de préhension et de spécialisation de l'objet dont on s'est approprié la forme et le son, on va rentrer dans un principe de lutherie. Et ça, c'est extrêmement important parce que même les luthiers, et pour le coup, dans le collège contemporain, dans le conseil d'administration du collège contemporain, on a un luthier qui se pose ces questions-là aujourd'hui, d'optimisation des instruments, de savoir comment on peut créer de nouveaux instruments sans perdre une qualité de son, mais aussi en optimisant, par exemple, pourquoi pas des basses, des contrebasses démontables, qui permettent un transport, pour le coup, moins coûteux, ce genre de choses. Donc, la dimension entre le spectaculaire, ce qui est utile, ce qui est nouveau, ce qui est créé, doit toujours passer par le champ d'une analyse un peu spécialisée. Je pense que c'est extrêmement important, mais il y a une donnée clé sur laquelle est revenue plusieurs fois Margot, qui me paraît être une clé de voûte de tout ça, c'est la mutualisation. Le mutualisme, c'est une attitude d'avenir. Moi, je crois que aujourd'hui, la mise en orbite de partenaires qui décident d'œuvrer collectivement, à la fois pour eux-mêmes, mais aussi pour un champ plus large et un objectif plus collectif, reste dans mon esprit, en tout cas, une solution d'avenir et une solution, on va dire, constructive. Parce que ça passe par tous les champs de l'optimisation, des économies, de moins de pollution, moins de gaspillage, etc. Mais surtout, ça rassemble les gens. C'est fédérateur, le mutualisme. Et je crois qu'au final, la grande peur qu'on a tous eue pendant ce confinement, c'était de voir chacun un peu retranché chez soi avec son casque, son ordinateur, sa visio, son streaming, et qu'au final, on voit à quel point le fait de retrouver le contact social du spectacle vivant, pas uniquement d'entendre, même si c'est le but principal, d'entendre les artistes en vrai sur scène, mais de retrouver le rituel social de tout ça, et de retrouver le rituel social de la coopération.
C'est extrêmement agréable de pouvoir retrouver aujourd'hui cette table ronde, par exemple, de pouvoir se dire que demain, Ars Nova pourra coopérer avec Arviva, coopérer avec la Lettre du Musicien, coopérer avec l'European Creative Academy, coopérer avec tous les autres ensembles de régions Nouvelle-Aquitaine et de France et de Navarre et de l'univers et entier, je veux dire. Mais je pense que le mutualisme reste vraiment aussi une clé de voûte de tout ce dont on a parlé. Comment chacun, avec sa compétence, ses expertises et ses moyens, ne déplacer en fait, et vous parliez d'économie, et c'est pour ça que j'ai pris l'argent comme un secteur, enfin quelque chose à prendre avec de la distance, il faut peut-être aussi faire tomber l'argent de sa référence comme valeur absolue, comme valeur plus haute que toutes les autres valeurs. Peut-être que l'argent, dans un champ mutualiste et coopératif, peut devenir une valeur à la même échelle que l'intelligence, par exemple, ou que l'idée. Si une idée n'a pas d'argent pour se réaliser, elle peut ne jamais voir le jour. Mais de l'argent sans idée, ça sert à rien. Voilà. Et donc à partir de là, je ne veux pas terminer sur quelque chose de trop pompeux, mais c'est extrêmement important de questionner les valeurs, parce que l'écologie, c'est une question de valeur et d'analyse des valeurs. À savoir, tant qu'on garde l'argent et la monnaie comme valeur absolue et au-devant de tout, la question écologique sera toujours à rattraper, j'ai envie de dire, ou à récupérer au forcing ou au forceps même, je dirais. Et donc on va toujours se poser les mêmes problèmes différemment, peut-être, avec l'évolution des choses, alors que déjà juste remettre l'argent à une valeur qui serait une valeur au même niveau que d'autres valeurs, et des valeurs qui ont du poids, qui ont, encore une fois, du sens et un impact concret sur la vie, ça remet tout ça un peu dans un champ de perspective que seul le mutualisme peut comprendre et sur lequel seul le mutualisme peut bâtir. Mais surtout, c'est intéressant parce que, effectivement, dans un contexte où économiquement les perspectives de croissance sont plus que limitées, et tant mieux, d'une certaine façon, de toute façon, c'est un fait, évidemment, on ne peut pas et on ne doit pas aller au-delà. Et bien, plus que jamais, les œuvres de l'esprit, les dimensions intellectuelles, comme tu disais, Benoît, et ben, ça devient une valeur à part entière, d'autant plus forte. C'est pour ça qu'il faut d'autant plus miser sur la culture. Et qu'à la place de mettre 8 milliards sur l'automobile et 2 milliards sur la culture, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et ce n'est pas une destruction d'emploi, parce que l'emploi, il est dans la culture. L'emploi dans l'automobile, il est délocalisé en permanence, évidemment, aujourd'hui. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Et miser sur la culture, c'est une valeur d'avenir. Et sur ces questions écologiques, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que nous dit tous ces propos, tout ce que cette charte que propose Margot ? Mais c'est que ça nous invite à inventer. Et c'est quand même génial, ça. C'est-à-dire qu'à la place de refaire, on va essayer. Probieren, les Allemands ne disent pas répéter, mais ils disent essayer pour le terme de répéter. Et c'est vraiment ça. Il faut essayer ces choses-là. Et c'est ça qui est maintenant fascinant, c'est que ça nous permet d'inventer une telle crise. Et qu'est-ce que c'est plus excitant d'aller voir justement, comme un compositeur, avec de nouveaux matériaux sonores, ne pas refaire toujours le Pierrot lunaire, on change les choses. Et on change ça dans un côté vraiment positif. Et ça, j'inscris là-dessus. C'est pas du tout un côté bisounours, bien au contraire, je pense que nos propos ne l'ont pas été, mais c'est vraiment se dire, comme en journalisme, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui du journalisme de solution. C'est pas l'idée juste de faire des bonnes nouvelles, mais c'est de dire qu'on peut imaginer à partir de situations qui peuvent être terribles, comme l'est aujourd'hui la situation climatique. Et bien à partir de ça, on imagine des choses. On n'en reste pas là, on imagine. Et moi vraiment, je vais vous dire, parce que évidemment je fais un grand nombre d'interviews avec un grand nombre de responsables culturels, et j'en ai marre, je vais pousser un petit cri, j'en ai marre quand je parle à tous ces vieux mâles blancs qui dirigent ces structures culturelles et qui, quand je leur parle de la question écologique, me rient un peu au nez. C'est vraiment ça la situation. Aujourd'hui, c'est ça. Et il y a un mépris d'un grand nombre de dirigeants culturels, ils se reconnaîtront, pour les questions écologiques. Moi, je me le dis à titre personnel, j'ai une petite fille qui a 8 mois et moi, je ne veux pas lui laisser le monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, si eux pensent juste à leur gueule, et pour aussi leur porte-monnaie en général, eh bien, ce n'est pas le cas de toute une autre génération et d'individus. Et aujourd'hui, c'est un combat vital. Donc, face à ça, aujourd'hui, inventons et montrons à ces gens que non, la question écologique, ça ne doit pas soulever un ricanement, se dire « Oh, ils sont bien drôles ». Moi, je parle d'artistique. En général, d'ailleurs, quand on parle d'artistique avec eux, c'est pas forcément très passionnant non plus. Mais plus que jamais, cette question écologique, elle doit être première. Et si on nous parlait d'inventer un nouveau monde, là, on a l'impression d'avoir le monde d'après en pire, pour reprendre les propos de Michel Houellebecq par rapport aux conséquences de cette crise sanitaire, à la culture d'être en première ligne pour inventer tout simplement un autre paradigme. Merci Antoine pour ces remarques qui sont totalement
pertinente et qui apporte aussi la réalité de la situation, qui est celle que, comme on le dit depuis le début de cette présentation, ce sont les artistes, ce sont les hommes de terrain qui vont en fait être les futurs acteurs de ce milieu-là et qui ont ce rôle, cette responsabilité. Margot, vous aviez un autre point que vous vouliez peut-être évoquer dans les outils concrets par rapport à Ars Viva? Écoutez, je crois qu'on a déjà vu beaucoup de choses très pratiques et c'était ça aussi un peu l'objet de ma présence aujourd'hui, d'apporter des solutions à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent sur la mise en place d'objectifs. Quelques conseils en fait avant de se quitter plutôt, commencer par des objectifs simples. C'est toujours comme quand on essaie de perdre une mauvaise habitude, hein, il faut commencer par les moins difficiles. Ça vous motivera, ça permet de se rendre compte aussi de tout ce qui est possible, mais donnez-vous des objectifs atteignables et de plus en plus complexes, évidemment. Rejoignez évidemment le combat d'Ars Viva. Chacun peut adhérer à son endroit, que ce soit comme membre sympathisant, accessible à tous, pour soutenir notre travail et notre engagement, que ce soit en tant que membre ambassadeur pour les artistes et les indépendants qui souhaiteraient nous rejoindre, et évidemment à toutes les structures qui nous regardent et qui nous écoutent. Rejoignez-nous comme membre abonné et joignez ce combat. Qui est vital aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup David. Merci à vous Margot. Alors moi il me semblait important de préciser certaines choses par rapport aussi aux engagements de l'Académie, puisque si nous organisons aujourd'hui cet événement-là dans ce cadre, c'est qu'il y a bien sûr derrière une volonté de ma part en tout cas de pouvoir axer, de réfléchir et proposer aux académiciens des axes de réflexion, mais également on a vocation à être un organisme, un outil de formation pour les jeunes musiciens professionnels. Et l'idée de tout ça, c'est un petit peu de penser à ce qu'on pourrait proposer comme outil très simple, ce qu'on pourrait mettre nous en œuvre dans les aspects pratiques avec l'Académie pour cette question de l'écologie, de la responsabilité, de la responsabilité et du développement durable, mais également ce que ça pourrait générer comme attitude proactive et dynamique de la part des musiciens, des artistes de manière générale qui passent par notre Académie. Donc moi je vois certains aspects. Alors si on partait sur des aspects purement pratiques, je rejoins totalement l'idée qui pourrait être par rapport au voyage d'inciter les académiciens, les artistes invités, les intervenants à favoriser le train. Vu les chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure, je pense que le constat est édifiant. Il faut encourager le train et peut-être le covoiturage si jamais les solutions d'autres alternatives n'existent pas. Mais j'aimerais qu'on puisse aussi le stipuler dans une lettre d'engagement qui serait signée par les académiciens pour dire que quand ils acceptent de rejoindre et leur candidature a été sélectionnée, qu'il faut qu'ils adhèrent à une charte éco-responsable dont on définira un peu les termes précisément, mais qui leur permettront aussi de se rendre compte qu'ils ne s'engagent pas simplement dans un dispositif où ils viennent recevoir une formation et tout le temps qui leur est accordé pour pouvoir se former dans ce cadre-là est exceptionnel, mais qu'ils aient aussi déjà, au moment même, avant d'entrer dans cette académie, cette conscience que c'est un acte militant d'une certaine manière, et que cet acte militant, il va être aussi porteur après dans leur développement de projet personnel auprès des professionnels du milieu du spectacle et de la culture. Bien sûr. Donc, moi, je pense qu'il faut axer sur ça. Après, il y a des choses très pragmatiques, encore une fois, en local, sur lesquelles on peut jouer. Le secteur de l'hébergement, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, en parlant des problèmes, s'adresser aux organismes qui hébergeront nos académiciens en disant que les académiciens reçus dans ce cadre-là, si on peut limiter le linge, ou au contraire éviter la fourniture de produits cosmétiques, enfin, tous ces aspects que vous avez évoqués pourraient tout à fait faire partie d'une démarche une démarche incitative de la part de l'Académie auprès des personnes auprès desquelles on loue ou on réserve les lieux de travail. Je crois, David, que vous soulevez une question absolument fondamentale que finalement on a assez peu abordée, qui est celle de la pédagogie. C'est-à-dire que on a une nouvelle génération. Si on parle avec des jeunes aujourd'hui qui ont 15-16 ans, ils sont éminemment plus responsables et conscients que nous. C'est presque eux qu'il faudrait inviter. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici à Annecy, en local, ou avec Grenoble, je sais pas, mais en tout cas, ça c'est la bonne nouvelle quand même. C'est que les générations qui arrivent sont éminemment plus conscientes que les nôtres, et encore plus que les précédentes, évidemment.
Arviva sera là pour accompagner l'académie, bien évidemment, dans la construction de cette charte et dans tous les outils de pédagogie qu'on peut mettre à disposition, dans le dialogue avec les hôtels. On peut fournir des mails types, même si je crois que le dialogue est absolument indispensable pour cette question-là. Et évidemment, nous ne pouvons que saluer l'engagement de l'académie sur ces questions-là. Oui, et merci Margot. En tout cas, l'idée d'être accompagné sur cette démarche-là est importante pour nous parce qu'effectivement, il y a une technicité qu'il faudra mettre en œuvre et qui sera importante de formaliser et qu'elle soit cadrée et qu'elle soit entendue et reconnue par tous. Et je tiens à dire que ça concerne aussi bien les académiciens que les professionnels de la musique, les coachs et tous les intervenants que nous engagerons sur ce dispositif-là, puisque effectivement se posera le problème de génération que vous évoquiez à l'instant et qui du coup fait que tout le monde ne se situe pas au même niveau de responsabilité, puisque c'est encore ça dont il s'agit, et que notre académie a cette vocation à avoir effectivement cet aspect didactique et de formation pour les futures générations. Alors, moi, il y a aussi une chose par rapport, par exemple, à un truc tout bête comme la communication par rapport à l'académie, limiter les impressions des brochures, parce qu'en fait, plutôt que de favoriser le format papier et de multiplier les communications papier, on pourrait trouver des moyens beaucoup plus simples d'opérer. Je vais en parler par la suite. Il y a également la question des moteurs de recherche qui pourrait être intéressante. Moi, je sais que maintenant, je suis passé sur des moteurs de recherche écolos qui permettent de planter des arbres à chaque fois que je fais des recherches. On peut le citer pour nos auditeurs. Oui, c'est Ecosia en fait, Ecosia, ou je sais que j'utilise maintenant parce que en fait, chaque fois que je fais une recherche, j'ai le plaisir de savoir que je contribue à développer le poumon de la Terre. Donc ça me fait du bien. Voilà. Et sur le fonctionnement de fond de l'académie, je pense à un point très particulier. C'est évidemment, on est dans un dispositif de la médiation, de l'accompagnement, et cette question de la médiation, elle se pose à un endroit très précis. Quand on fait les concerts de restitution, plutôt que de pondre des programmes à rallonge avec des notes où on voit les gens en train de lire des biographies qui n'en finissent pas, des programmes et des Il était une fois qui sont imprimés sur des programmes qui font entre 30 et 50 pages, je préférerais qu'on privilégie un format très court et très condensé, avec juste les informations nécessaires, et puis qu'après on favorise la médiation. Qu'on favorise le contact avec le public, la rencontre avec le public, et puis qu'il puisse y avoir de vrais échanges avec les artistes in situ dans le truc. C'est amusant que vous donniez cet exemple, puisque donc je disais tout à l'heure, on a parlé déjà de Jérôme Bel, décidément. Il nous a écrit un témoignage qui est sur le site d'Arviva et qui dit il dit « J'ai décidé qu'il n'y aurait plus de programme papier à distribuer. Chez moi, le spectacle commence par une présentation orale dans laquelle on indique que nous allons performer le programme. Finalement, ça fait rire et applaudir les spectateurs. Ils nous en remercient. On invente un nouveau code du programme de présentation. » Il n'y a plus d'impression papier dans la compagnie de Jérôme Bel. Je crois qu'on peut aisément tous suivre cette... Surtout vu, comme le disait David, la qualité des textes. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut lire les biographies des artistes. Enfin, je ne sais pas qui lit ça, mais où chaque artiste dit, grosso modo, plutôt son agent qui lui fait dire que c'est le meilleur au monde, qu'il n'y a que le meilleur soprane, le meilleur violoniste, un peu comme les parents qui disent tous que leurs enfants sont les meilleurs, et il n'y a que des meilleurs dans les classes. C'est un peu ça pour le paysage musical, donc plus personne n'y croit. Et effectivement, là aussi, c'est une manière d'inventer. C'est génial de performer le programme. C'est trop bien. Des solutions nous ont été données par la restauration pendant le Covid, notamment, avec un QR code. J'allais justement en parler. De renvoyer directement à une page Internet. C'était sans savoir. J'ai pas pensé à cet exemple-là, mais effectivement, je me disais qu'un simple QR code avec après la possibilité, quand le spectateur le décide, même peut-être après le concert, de pouvoir aller chercher les informations dont il a besoin, plutôt que d'être muré dans son programme au moment avant de commencer le concert, ce qui empêche en plus toute forme de communication et d'échange, et qui fait qu'on a de longs moments de solitude. Moi, je trouve que c'est un moment qui me met mal à l'aise, l'avant-concert, où on est le nez dans le programme en train de regarder quelque chose qu'on ne voit pas bien, déjà parce que la salle est à moitié éclairée, et puis qui fait qu'au lieu d'échanger avec son voisin ou d'essayer de se mettre dans l'ambiance d'un état d'esprit qui est celui du concert, et puis encore une fois, l'avant-concert, c'est un moment qui est extraordinaire pour pouvoir préparer une audience, et ça permettrait de remettre au cœur du débat cette idée de la médiation et de l'échange humain avec le public, et de la rendre concrète. On remplace le papier par du dialogue, allons-y, quoi. Alors, c'est, oui, tout à fait possible. La crise sanitaire et le confinement nous ont montré tout un tas de façons de faire autrement. Mais comme toujours, quand on innove, il y a un paquet de ce que nous, on appelle les fausses bonnes idées. Il faut savoir aujourd'hui que le stockage de données en ligne, ce qu'on appelle la pollution grise,
est extrêmement importante en France, mais aussi en Europe et dans le monde entier. La plupart des serveurs sont enfouis dans des régions comme l'Islande, par exemple, et les serveurs sont des serveurs physiques. On a l'impression, on a l'idée dans les données virtuelles que leur stockage ou leur existence elle-même est virtuelle. Ce n'est pas le cas. D'où le nom du cloud, de nuage. On est dans les airs. Ce n'est pas un nuage, ce sont des serveurs qui sont extrêmement énergivores et qui sont en train de détruire certaines parties du monde. Attention aux fausses bonnes idées. Il faut réfléchir, il faut faire des recherches. On manque cruellement de moyens pour faire des études, pour faire des vraies recherches sur ces questions-là, que ce soit dans le secteur culturel, mais dans tous les secteurs. Donc voilà, soyons prudents et attention, un tout petit peu attention au numérique. Oui, totalement. C'est vrai que ça nécessite une expertise technique dont on a, et puis tout le monde n'a peut-être pas les ressources pour cela, peut se l'autoriser dans le contexte actuel, mais ça deviendrait presque indispensable de se faire accompagner sur ces questions-là. Après, c'est vrai que la question du stockage du numérique, elle est compliquée parce qu'en fait, on manipule de la donnée de manière extrêmement volatile maintenant. On est obligé de pouvoir s'assurer qu'elle est stockée quelque part pour qu'on puisse s'assurer que si jamais il y a quoi que ce soit, on puisse la perdre. Moi, je suis un des premiers à stocker sur un cloud, même si je sais qu'effectivement, c'est dramatique sur le plan de l'écologie. Mais il y a aussi cette idée du patrimoine, du travail accumulé qu'il faut bien qu'à un moment, on puisse garder quelque part, et effectivement les moyens de conservation pour le moment ne sont pas optimisés. S'il existe des solutions, ce serait intéressant de savoir, mais pour le moment c'est une question qui reste compliquée, quoi. Aujourd'hui, on a des éco-conceptions pour le web, il y a des hébergeurs verts, il y a tout un tas de solutions qui seront proposées, en tout cas en ressources, sur le site internet d'Arviva, arviva.org, que vous pouvez consulter dès maintenant et qui est sorti en tout début de semaine dernière, donc c'est le début. Bien, merci beaucoup Margot. Moi, je voulais juste terminer avec un dernier point par rapport à l'idée le dernier point sur lequel je trouvais intéressant d'engager l'académie. C'était vraiment cette académie qui a une vocation européenne malgré tout, c'était aussi quand même de privilégier dans un premier temps et de développer un maillage national fort dans le recrutement auprès des institutions d'enseignement supérieur. Et puis après d'élargir aux autres pays européens, mais en sachant qu'effectivement, il y aura un engagement de leur part avec cette charte éco-responsable si les artistes qui viennent des pays européens viennent dans l'European Creative Academy devront être conscients qu'ils doivent faire un acte fort en venant nous rejoindre. Et je pense que c'est, encore une fois, non pas répressif ou coercitif, mais simplement une démarche qui invite à un positionnement conscient et qui a une volonté aussi une volonté didactique, tout simplement, et dans la formation. Voilà. Je vous remercie pour cette participation à cette table ronde et je me réjouis de ce moment que nous avons partagé ensemble. Merci Benoît, merci Margot, et je terminerai avec Antoine. Merci Antoine pour ce moment. Je trouve riche en réflexion et en échange sur le sujet de l'écologie et du développement durable. Et hâte de l'été prochain avec des vrais concerts. Et une académie en chair et en os. Bien ici, implantée dans les murs. Merci à tous.